Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9-3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Poudlard ne sera plus jamais la même école sans Fred et George, c'est sûr, mais ils auront au moins marqué l'histoire du château et leur fuite n'est pas passée inaperçue dans le dernier chapitre, c'est le cas de le dire. Et oui, la vie continue à l'école de magie malgré tout, et surtout malgré cette satanée ombrage. Mais le bon côté, c'est qu'elle n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs, ni Harry et Hermione d'ailleurs sur ce chapitre, puisqu'ils vont faire la rencontre d'un certain géant. Pas de rencontre inattendue de notre part sur ce chapitre puisque nous sommes accompagnés de Harold, ancien membre du podcast et que vous avez déjà entendu à la fréquence. Comment ça va mon cher Harold ? Eh ben ça va, content de vous rejoindre pour un nouveau chapitre. Ouais. On avait été au début du 5 la dernière fois ? Non. Eh ben écoute, Si, je crois. j'ai pas été vérifié, mais Si, je crois que c'était la confrontation Molly-Sirius dans la cuisine, il me semble. Ah, mais ça devait être en 2024. Ah oui. Non, en 2025. Non. Bah oui, Non. quand même. Ouais, mais par contre, 2 ans pour faire le livre. Mais par contre, on a commencé en 2024, fin d'année, je crois. Ouais. Ouais. Donc, ça fait à peu près un an, je pense, que tu étais venu. Et puis, toujours un plaisir de te recevoir, quoi. Surtout Ouais, qu'on pareil. sait qu'on a des anciens auditeurs, auditrices du podcast, évidemment. Donc il y a des fidèles Ça fait combien de temps du coup le podcast maintenant ? Et Ça ben fait écoute, longtemps. on va fêter bientôt les 10 ans, là, cette année. Ah ouais. Ça nous rajeunit pas. Bah non, et puis des auditeurs qui suivent depuis 10 ans, c'est cool. Ouais. Attends, ça fait la 3e fois que tu viens apparemment. Ah, 3e fois ? T'étais l'invité aussi lors du Ah tome oui, 3, chapitre 5, en mai 2021. Oui, Waouh. Bravo, Laurence. on s'était fait en visio aussi. Oui. C'est vrai, Oui. j'avais... Ah, Oui, je me waouh. rappelle. Eh ben 3 fois. Je pense que t'es le premier à venir 3 fois. Mais oui. Tu vas inaugurer. Des 2 fois, on en a eu plusieurs. Mais et puis tu reviendras une 4e, une 5e, une 6e fois. Bah, au moins une fois pour faire un bouquin qui reste. On va recevoir un message, je pense, de Vanessa et peut-être d'autres membres aussi du podcast en mode Ah, Harold, il est passé 3 fois. Nous, c'est quand Nous, on veut aussi. Ça va motiver les autres troupes. Ouais, surtout que c'est les 10 ans cette année, donc il y en a beaucoup qui voudraient qu'on fasse quelque chose. Ce serait trop bien. Bah ouais, ce serait cool de faire un Un revival. C'est ça. Avec après les coulisses et tout. Les anecdotes croustillantes. Les vieilles photos de quand on clopait à 10 dans une pièce enfermée. Ah oui, saison Vous avez 1. des photos de ça ? Non, je crois pas. Ah, c'est dommage. À l'époque, on était vraiment que en pur audio. Ouais, c'était pur audio, saison 1. Ça serait marrant d'avoir des espèces de photos un peu vieillies, type Mais Polaroid, oui. tu sais, de cette époque révolue. Mais d'il y a 10 ans, ouais, ça nous rajeunit pas, mais c'est ça. Donc, on a des auditeurs, auditrices qui écoutaient à l'époque. Aussi, beaucoup des nouveaux qui nous découvrent à la fréquence et puis qui entendent parler du podcast. Et une fois qu'ils sont à jour, hop, ils vont aller écouter le C'est vrai podcast. que je n'avais pas réalisé, mais c'est vrai qu'il y avait des ados qui nous écoutaient à l'époque au podcast, donc ils doivent être genre adultes. Bah ouais, Bah grandit, ouais, c'est bah oui, bizarre. carrément. c'est ça. Carrément. C'est ça. Ouais. En fait, le podcast continue de vivre. Ouais. C'est trop bien. C'est trop bien. Bah ouais. Et donc, d'ailleurs, si vous êtes à peu près à jour, ou si vous êtes à jour, là, vous avez tout écouté de la fréquence et que vous arrivez sur ce chapitre qui vient de sortir, et bah, sachez que les épisodes du podcast sont toujours là. Alors, ils sont plus sur Spotify, si vous nous écoutez sur Spotify, puisqu'on a un peu trop utilisé la bande originale des films. Et donc, voilà, à l'époque, on s'en fichait un petit peu. Mais sinon, C'était roue libre. Ouais, c'est dispo sur les autres applis d'écoute. Et puis, vous tapez SoundCloud. Et voilà. Et puis, là, on est en train de faire un site pour la fréquence. Et donc, on fera un volet podcast où on les mettra aussi sur le site internet. Comme ça, je pense que ça sera plus simple. Du coup, je pense que beaucoup de gens te connaissent déjà, Harold, mais je pense qu'il y en a quand même qui vont te découvrir sur cet épisode. Donc, Avec plaisir. on peut quand même faire un petit rafraîchissement par rapport à, tu vois, ta fiche d'identité, tu vois, d'ancien chroniqueur et puis de fan d'Harry Potter. Carrément. Déjà, est-ce que tu te revendiques d'une maison en particulier ? Est-ce que c'est toujours la même ou pas ? J'ai toujours un peu serre d'aigle ma maison de cœur, mais Ouais. avec les années, ça tend quand même vers Pouf-Souffle. Ah ouais. Tu te ronges dans la serre de ouf, la vie. serre de Puis, souffle. enfin, disons que c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus qui je suis Ouais. en vrai, quoi. Serre d'aigle, c'était un peu mon idéal, mais parce qu'à chaque fois aussi dans les tests, dans les trucs, il y avait toujours le savoir et tout, et puis bah moi, si le monde magique devait exister, que je devais m'y retrouver, j'aurais envie de tout apprendre, de tout savoir. Mais bon, si j'étais vraiment sorcier, je pense que je serais plus philosophie Pouf-Souffle.
Intéressant, intéressant. Combien de victoires au quiz Bertie Crochu? Est-ce que t'as compté, Bah, Jérémy? ouais, Bah, là. la dernière fois que j'étais venu, déjà, je m'étais trompé moins qu'avant, je crois. Parce que tu m'avais refait un truc, Oui, tu on me avait reposais des fait questions. dans parce qu'il y avait les after Oui, shows c'est évidemment à vrai, l'époque oui. et on t'avait reposé les Ah questions que tu avais eues. oui, Ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Donc ça, c'était assez sympa à faire. D'ailleurs, Ouais. j'avais oublié et je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire ça avant de me rendre compte qu'on l'avait fait l'année dernière déjà. Et chaque année, voir si sa mémoire décline. C'est ça. Mm. Et du coup, bah, pour l'after show, on refera pas ça, on refera pas le quiz de Bertie Crochu de l'époque. Par contre, Harold, toi, t'as un peu suivi sur ce qui se passe autour de la série, etc. On en Un a petit parlé peu, dans la ouais. dernière volière, j'en parle pas mal sur Twitch. Mais on va faire, je crois que c'est la première fois qu'on va vraiment faire un after show sur nos premières impressions sur la série, de ce qu'on en sait à quelques mois de la sortie. Voilà. Pour les abonnés Patreon, ça sera voilà, exclusivement sur cette plateforme. Est-ce que t'as un tome, un film et un personnage préféré qui se dégage toujours aujourd'hui? Est-ce que ça change ça ou c'est pas Sur trop les défini? sur les livres, non, parce qu'en plus, là, ça fait plusieurs années où je les relis pas et où à chaque fois je me les remets en podcast. Ouais. J'aime vraiment bien. Alors, en fait, j'ai pas encore eu la fibre anglaise mais je vais peut-être le faire sur le 6 parce que comme j'avais déjà démarré en cours le français, j'avais un peu la flemme de changer. Mais ça me tenterait bien pour les deux derniers là. Justement, c'est marrant, j'étais sur le 5 là, donc je viens de finir le 5 en podcast. Mmh. Et En livre audio, ça tu veux j'aime. dire? Oui, pardon, En en livre livre audio. audio, excuse-moi, oui, Du coup, Non, mais Bernard pas de souci. Giraudot? podcast. Ouais. Et puis bah là, sur le 5, c'était Dominique, je sais Ouais, plus oui, comment il Dominique, s'appelle. Ah oui. Collignon-Morin. Mais Mmh mh. mais qui est pas mal aussi en vrai. Dans ma tête, il était beaucoup moins bien que Giroud. En fait, ça va, c'est quand même cool. Mmh. Et ouais, j'aime bien ce format audio, puis c'est plus simple pour mes emplois du temps. Tu vois, je peux le mettre dans la voiture, dans les trucs, Ouais, 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 ouais. ouais, ça c'est j'aime pas bien. mal. Et par rapport à ta question, bah, gamin, ado et même adulte, j'ai toujours été vraiment à fond sur le 3. C'était vraiment pour moi, j'aimais bien le côté on découvre le passé et tout. Je pense qu'il reste quand même dans mon cœur, mais le 6, j'ai toujours beaucoup aimé aussi, donc c'est un peu entre les 2, quoi. 6 et 3, c'est vraiment les 2 que je mets, vraiment, au-dessus des autres pour moi. J'ai les mêmes. Et est-ce que là, au fil des années, t'as remarqué un changement dans ton amour d'Harry Potter ou Harry Potter dans ta vie? Heu, J.K. Rowling m'aide pas des fois. Ouais. Et Ça, justement, c'est tu vois, tu relis un plus oui. les livres et tout. Est-ce que Mais justement, j'essaie de me dire qu'il y a une œuvre qui a été faite et que peu importe par qui, les mots sont quand même là et sont malgré tout assez différents du virage qu'elle peut prendre. Et du coup, j'essaye de m'accrocher à ça, ce qui des fois augmente mon incompréhension parce que je trouve que c'est des bouquins qui sont au contraire sur l'acceptation de toute personne et qu'au contraire, si les personnes ne sont pas dans la norme, il faut d'autant plus les accepter. et surtout de ne pas se diviser et faire Oui, front oui, face à l'ennemi. clairement. Elle a des discours hyper actuels aujourd'hui Ouais, en tant qu'écrivaine dans Harry Potter et c'est hallucinant quand mais même. Ce chapitre, ouais. notamment, groupe. Bah oui, Heu, oui et dans les films, moi, j'ai jamais été trop film, mais Ah ouais, pareil. oui. bon, le 3 vraiment, Quaron, pour moi, il a fait un travail, de fou et c'est vraiment, d'ailleurs, bon, on en reparlera peut-être après, mais par rapport à la série, c'est peut-être l'adaptation qui me fait, entre guillemets, «la plus peur», en me disant, ah le troisième, Ouais. les images du film, pour moi, elles sont vraiment, un peu iconiques dans ma tête et personnage, c'est pas évident, un personnage, peut-être je vais le redire au cours de l'émission. Ouais, alors je sais plus ce que tu nous avais dit au dernier enregistrement, on pourrait faire un check. Peut-être que je sais que toi t'aimes beaucoup Luna, c'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien, mais qui est un Ouais, peu sous-exploité finalement. ouais. Tu aurais envie de l'avoir un peu plus en avant. Pareil pour Ginny, c'est un peu des personnages, que tu aimerais voir un peu plus, comme une Hermione en termes de présence. Et peut-être qu'on les verra plus Heu, dans la série aussi, mais parce que, oui, on a aussi les films en référence, qui ont pas aidé non plus ces personnages-là à être mis en valeur, même si Luna Lovegood, je trouve que c'est OK, hein, dans les films. Mais, oui, oui, ça va. ouais. OK, OK. Et Heu, ben, c'est cool, Harold, nous, on est c'est super chouette. contents de te revoir, On refera le Carrément. point dans un an quand tu reviendras ouais, dans un sur ouais, l'évolution de tes franchement, goûts. un chapitre par an, volontiers. Carrément. Tenez aussi à un Excel du coup des changements de Harold, de ses réponses et tout. Parce qu'il y a une auditrice qui a parce qu'on avait parlé de ça, on était curieux de connaître le pourcentage des gens qui aiment par exemple le 3 en tome préféré, Luna ou Oui, autre. Et on a une auditrice qui a fait un Excel, un tableau Excel, en reprenant en fait le personnage préféré de tous les auditeurs et auditrices c'est marrant. confondus, tome 3 et tout. Je crois que c'est Laurence, hein, dans le chat là, Je hein. crois. Je crois.
Mais en fait, il faut que je fasse attention à ce que je dise en plus, parce que le fameux renard, maintenant qu'il est connu, comme c'est un pote que je vois souvent, Il est dans le et chat Patreon, c'est pour ça. à un moment, il avait réécouté tous les podcasts et tout. Et du coup, des fois, je disais des choses qui ont changé en disant, et il me dit, ah tiens, toi qui dis toujours ça, regarde, là, il y a la preuve, tu disais ça et tout. Mais on change tout, je crois, Oui, c'est d'idées bien et de tout changer au aussi, fil hein. des années et tout. C'est normal, on évolue. Les gens, en fait, nous entendent évoluer et je pense au niveau de nos pensées, de nos Oui, idées et sans tout. doute aussi. C'est Même assez changer de cool. maison, hein. Il n'y a pas de problème à changer de maison. Moi, je suis C'est bien vrai, Gryffondor. faut Ouais. l'accepter. Je suis Gryffondor. Pouf. Ouais, moi je suis toujours resté constant, mais il y en a beaucoup aussi. Au moins, on a ce luxe, contrairement aux élèves de Poudlard, de pouvoir choisir notre maison, Ça. même adulte, parce que c'est beaucoup fait la réflexion. Bah, À 11 ans, c'est quand même tôt pour définir pour ta vie les valeurs qui te définissent. D'ailleurs, Dumbledore le dit à un moment, qu'il pense qu'ils répartissent peut-être un peu tôt. Ouais. Ah oui, je crois que il me semble que ouais, effectivement, c'est évoqué. Hein. Ouais. C'est Mel qui fait l'Excel. Et bah écoute, merci beaucoup Mel. Merci beaucoup pour ça. Il va falloir mettre à jour avec Harold. Oh tiens, pendant que j'y Non, tu peux pense, mettre le 3. je vais t'en parler maintenant. Ça a à voir avec Harry Potter, mais pas vraiment avec le podcast, mais j'avais déjà oublié. J'ai peur d'oublier à nouveau. As-tu remarqué le blason dans le film hier de Iceware? Le blason fait penser au blason de Poudlard, mais je sais pas ce que c'est. Ah, il y a 4. Oui, c'est ouais. inspiré des écoles, je pense, du Royaume-Uni. Ouais, tu vois peut-être. d'où C'est ça, ça. tu vois d'où ça vient. Hein, En fait, il y a vraiment le blason avec 4 Oui. logos différents, vraiment un peu la forme de loin de Poudlard en fait. Ouais, les blasons, Mais elle c'est a marrant. rien inventé. Hein. Et je voulais t'en parler et j'oubliais. Ouais, si. Donc je voulais en parler. Même Désolée. l'uniforme, tu vois. Oui, c'est ça. On est à fond dedans. Bon allez, Poudlard nous appelle avec au programme révision d'examen, le dernier match de Quidditch de la saison et une rencontre incroyable dans la forêt interdite. Suivez le guide, c'est-à-dire Hagrid, sur ce nouveau chapitre. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Chapitre 30. Groupe. Une semaine après leur évasion, tout le monde à Poudlard ne parle que de Fred et George. Ils sont clairement entrés dans la légende de Poudlard, si bien que filer façon Weasley devient même une nouvelle expression à la mode. Quelques stigmates dans le château témoignent encore de leur évasion spectaculaire. Le marécage du 5e étage est toujours là, par exemple, Ombrage n'étant pas parvenu à s'en débarrasser. Et les autres profs se sont bien gardés de l'aider au passage. Rusard se voit donc obligé de faire traverser les élèves sur une barque pour qu'ils puissent passer. J'aime bien cette scène quand même, d'imaginer Rusard sur une barque toute la journée, il est obligé de faire ça entre les cours, parce qu'apparemment, ce couloir, tu peux pas l'éviter, quoi, si tu veux passer d'une salle de classe à Trop une cool la journée en tant qu'élève en tout cas. Ouais. Se faire conduire, enfin conduire à rimer, enfin bref, je sais pas Oui. trop, dans une barque avec Rusard. Et puis, si t'as loupé le bac, t'es bien en retard. Quoi. Oui. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, sur les illustrations qu'on utilise souvent en communiquant sur notre podcast, on reprend pas mal les illustrations qui avaient été faites sur l'ancien site Pottermore, où il y avait des petites animations, quasiment une illustration par chapitre, même si c'est un petit peu dilué au fil du temps. Et je crois que ça a été représenté par les artistes qui travaillaient sur le site Pottermore à l'époque. On a une illustration de Rusard qui fait passer les élèves sur une barque dans le couloir, qu'on utilisera très certainement pour promouvoir la sortie de ce chapitre. Autre signe visible de l'évasion de Fred et George, 2 gros trous dans la porte du bureau d'ombrage, là où les balais des jumeaux avaient filé à toute vitesse. La directrice a d'ailleurs fait descendre l'éclair de feu de Harry dans les cachots par mesure de précaution. J'imagine vraiment les trous d'une façon cartoonesque, vraiment avec la forme Ouais. du balai, tu vois, en mode cartoon, vraiment. Et d'ailleurs, je me suis dit, je pense qu'ils ont dû lancer un sacré axio quand même, Fred et George. Ils se sont fait confiance à eux-mêmes parce que non seulement ils étaient attachés au mur, mais en plus la porte était fermée. Enfin, du coup, ils ont. Voilà, c'était un bon axio qu'ils ont fait sur leur balai pour que ils puissent les récupérer. Mais c'est marrant parce que c'est pas mal sous-entendu, surtout dans ce livre-là, qu'en fait, ils sont un peu présentés comme des guignolos, mais qu'en fait, c'est plutôt des très bons sorciers quand même. Ouais. Et qu'en fait, ils cachent un peu leur jeu. C'est juste qu'ils font pas de la magie trad, on va dire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ils l'utilisent d'une autre manière, leur magie. Ça a bien fonctionné. Bah même Hermione, hein, même si elle cautionne pas tout ce qu'ils font avec leur boîte à flemme, etc., des fois, elle peut pas s'empêcher d'être admirative par rapport à ce qu'ils réussissent à faire avec la magie. Quelques élèves tentent discrètement de remplacer Fred et George en tant que nouveaux chahuteurs en chef dans l'école, vu que le poste est maintenant à pourvoir. Un nifleur, par exemple, a été glissé dans le bureau d'ombrage et a saccagé toute la pièce.
Et dans les couloirs, c'est un défilé de bombes à bouse et de bulles puantes, si bien que les élèves ont pris l'habitude de s'appliquer le sortilège de tête en bulle entre les cours. L'ambiance quand même. Petite question trivia sur Harry Potter. Ce sortilège de tête en bulle, quand a-t-on découvert ce sortilège et par qui? Pas dans le tome 4, Je crois, C'est pour dans le tome 4, ouais. pour C'est pour nager la sous l'eau. deuxième tâche, là Ouais, effectivement. C'est pour la deuxième tâche, mais qui l'a utilisé, ce sortilège de tête en bulle? Fleur Alors, Fleur, oui, mais pas et seulement. Diggory, non Ouais, ce sont les deux champions qui ont utilisé le sortilège de tête en bulle. Bravo à tous les patronus dans le chat Patreon. Évidemment, vous l'avez. Cédric Diggory, Fleur de la Cour, pour respirer sous l'eau. En anglais, ce sortilège de tête en bulle, c'est Bubblehead Charm. Donc vraiment, il a traduit. J'aime bien un peu. Ouais, Bubblehead. Mhm. C'est littéral. Du coup, ouais, t'as tout le monde qui est avec un bocal sur la tête C'est dans ça. les couloirs, quoi. Donc, ouais, l'ambiance est assez marrante, quoi. Mais ils doivent être tous excités, les élèves. Ouais. Après le départ de Fred et George, il y a un marécage au milieu d'un couloir. Enfin, tu dois avoir des têtes en bulle. Enfin, ça doit être trop marrant pour tout le monde quand même. Puis justement, de voir Ombrage dans la panique tout le temps avec Rusard, c'est ça qui doit être assez jouissif à voir, quoi. Donc, Ça se passe pas du tout bien pour elle. Eh bien, c'est donc un joyeux bazar à Poudlard. Rusard ne sait plus où donner de la tête, justement. Des membres de la brigade inquisitoriale subissent des maléfices, dont Warrington et Pansy Parkinson. Et un nombre impressionnant d'élèves utilisent des boîtes à flemme pour sécher les cours d'ombrage en se faisant vomir, évanouir ou saigner du nez. Et ils disent qu'ils souffrent d'ombragite chronique quand on leur demande ce qu'ils ont. Ils sont un peu sassy, tout ça. Il y a un vent de rébellion à Poudlard. ouais. N'hésitez pas à prendre le nom de votre patron, patronne pour inventer une maladie. Tu ajoutes hit et chronique. Et ça marche. Peeves, quant à lui, a pris la mission donnée par Fred et George très au sérieux. Et il n'arrête pas de mettre le bazar un peu partout dans le château, jusqu'à enfermer Mystaigne dans une armure à 2 reprises. Les autres professeurs ont l'air d'en faire le moins possible pour venir en aide à Ombrage, et Harry est même sûr d'avoir entendu McGonagall murmurer à Peeves de dévisser dans l'autre sens alors que le poltergeist était en train de détacher un lustre du plafond. Lustre en cristal, hein, j'ajoute. Hein. Ça fait un peu mal au Oui, cœur oui. quand même. Et là, sacré magot quand même. On voit que la situation est un petit peu grave. Enfin, il y a vraiment un état de siège de Ombrage Oui. sur Poudlard pour que McGonagall participe au chaos ambiant. Un jour, les parents de Montag font le déplacement jusqu'à Poudlard parce que leur fils ne semble toujours pas remis. Vous savez, l'armoire à disparaître avec Fred et George. En cours de sortilège, Hermione se demande s'il ne devrait pas informer Madame Pomfrey justement à propos de l'armoire à disparaître. Parce qu'en gros, Madame Pomfrey, elle ne sait pas ce qui lui arrivait à Montag, mais eux le savent parce que Fred et George leur ont dit quoi, avant de partir. Mais pour Harry et Ron, pas besoin de dire quoi que ce soit. Montag finira par s'en sortir. Et puis, si ça cause encore plus de problèmes à Ombrage, c'est très bien comme ça. Mais attendez, si Hermione avait parlé de l'armoire à disparaître, est-ce que ça aurait pu modifier l'histoire? La ligne de l'histoire, finalement. Bah, même si à la base, Montag avait jamais été mis dedans, Malfoy on n'aurait peut-être jamais entendu parler. Oui, c'est ça. Déjà, il y a Mais ce oui. truc-là. Ah, mais c'est-à-dire, oui, c'est Fred Ouais, et c'est un peu George c'est un peu qui. terrible, mais c'est vrai que quand j'ai relu ça, j'étais là: «Ah». Oui. C'est eux qui donnent l'idée à la fin à Drago Malfoy pour le 6. Après, la question sous-jacente que tu as raison de poser, Marina, c'est qu'est-ce que fait cette armoire à disparaître à Poudlard en premier lieu, quand même? Bah, C'est- en sachant qu'elle a une sœur qui est dans un magasin, de Oui. magie noire Bah et oui. que Poudlard est censé être protégé contre à peu près toutes les intrusions, tu te dis: «C'est quand même une grosse faille, quoi». C'est quand même très bizarre, ce truc-là. Hein. Ouais. Ouais. Et encore une fois, je pense que c'était quelque chose qui a échappé à la vigilance de Dumbledore. Bah, après, ouais, faut se dire que c'est une école qui a plusieurs milliers d'années, donc il y a des trucs qui zonent depuis longtemps. Bah oui, c'est ça. Ron dit à Hermione que si elle doit s'inquiéter pour quelqu'un, c'est pas Montag, mais c'est surtout s'inquiéter de lui. Parce qu'il est quasi sûr de recevoir une beuglante de la part de sa mère pour lui dire que c'est de sa faute à lui si ses frères ont quitté l'école. Hermione espère que non, d'autant que leur projet de boutique a l'air solide après tout, vu qu'ils ont déjà un local sur le chemin de traverse. À ce sujet, Ron se demande comment ils ont fait pour financer tout ça.
Et Hermione se pose la même question en espérant qu'ils n'ont rien fait d'illégal pour trouver tout cet argent. Et là, Harry se dit que c'est le bon moment pour leur avouer la vérité. Non, Fred et George ne sont pas des voleurs ou quoi que ce soit, c'est lui qui les a financés en leur offrant les 1000 galions de récompense du tournoi des 3 sorciers l'année dernière. La tasse ensorcelée d'Hermione se brise au sol. Il n'a pas fait ça quand même. Eh bien Drama. si, il l'a fait. Et sur un air de défiance, il ajoute qu'il ne regrette pas du tout. Ron est ravi, mais c'est parfait ça. Comme ça, il peut lui faire porter le chapeau et sa mère l'accusera pas lui. Et Harry répond que c'est sans doute mieux qu'il informe sa mère, oui, avant qu'elle suspecte ses fils de faire du trafic à la Mondargus Fletcher. Ah ouais, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est justement la réaction de Ron, parce que j'aime bien le fait qu'il le prenne pas mal, que Harry Je ait suis donné d'accord, ouais. son or à ses frères. Il y a Bah, un monde ouais. où il le prend mal en mode ah bah je suis ton meilleur pote, t'aurais pu m'enfiler un peu quoi. Mais ça, c'est toujours le problème de la saga, le rapport argent, Harry et Ron, il est vraiment chelou. Oui, Parce que effectivement, pour moi, ça aurait été même légitime qu'ils le prennent mal, dans le sens où on parle de 1000 galions. Mm. Donc, je veux dire, ils peuvent très bien financer George et Fred et filer, genre, je sais pas, 300 galions à Ron. Et non, ils lui filent 2 robes de soirée, quoi. Après, oui, c'est est-ce vrai. que ça met pas un Tu malaise? te dis, bon. Ouais, Ça peut mettre un malaise dans la relation. Ouais. Ouais, mais il aurait pu, je sais pas, dire à Fred et George qu'ils se démerdent d'inventer un truc et qu'ils lui filent à Ron, tu vois. Ah oui. Mais oui, peut-être que Ron aurait pas voulu, mais Et c'est vrai puis que c'est un Ron, est-ce peu. que l'argent lui aurait pas brûlé les doigts, tu vois? Genre, est-ce qu'il aurait pas acheté Il aurait plein acheté de 10 balais. Ouais, c'est ça. Puis ce serait fait un matelas là, de choco-grenouille. Enfin, il aurait dévalisé au nid Dukes là, comme ça. Oui, c'est vrai, peut-être que pour sa santé mentale, c'était. Mais oui, je pense qu'il y a un rapport à l'argent qui est très pudique entre eux deux, quoi. Et après, moi, je comprends la psychologie de Harry de se dire cet argent, j'en veux pas. Il n'est pas légitime en plus parce que Oui. pour lui, c'est de l'argent qui devrait revenir à Cédric Diggory. Puis comme sa famille a refusé la somme, il se dit bah, limite, il est prêt à la jeter, quoi, et que personne en profite. Et là, Fred et George, ils ont un projet professionnel et donc en fait, il se dit bah tant mieux, comme ça, je finance un projet. C'est pas juste je donne de manière charitable à la famille Weasley parce qu'ils sont pauvres. Alors que Oui, s'il c'est avait vrai. donné à Ron, ça serait ça un peu, tu vois, genre je donne Non, de mais c'est l'argent à vrai, mon pote pauvre. en fait, il donne pas tant à des personnes qu'à Ouais, un projet, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vrai que Fred et George, ils sont jamais gênés en mode sur le rapport humain que ça ouais, crée. ouais. C'est vrai que très rapidement, ils sont là, ah bah, enfin, quand même, c'est beaucoup, mais bon, ok, quoi. Il savait tout de suite quoi en faire, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, il y a Ben qui nous dit dans le chat, c'est bizarre de donner de l'argent à son meilleur ami de façon lambda comme ça. Oui, après, tu peux C'est vrai. régaler tes potes, mais c'est vrai que là, 1000 galions, bah, c'est un peu bizarre, ouais. Mais, Ouais. et puis surtout, après, je il y pense a. que Harry, il veut pas de cet argent. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est un peu de l'argent sale pour lui, quoi. Donc, je pense que c'est surtout ça qui est en jeu, là. Mais après, il mange à l'œil tous les étés chez les Weasley, quasiment. Ouais, en plus. Et la question qu'on s'était déjà posée, qui est intéressant, parce que je crois pas qu'on y revienne plus tard, est-ce que Ron a vraiment prévenu sa mère? Est-ce que Madame Weasley a vraiment été mis au courant que c'est Harry qui a financé la boutique des Weasley? Parce que, sauf erreur de ma part, Madame Weasley en parlera jamais à Harry, ni à qui que ce soit sur le financement de la boutique. Après, tout indique quand même qu'il l'a fait parce que ça a l'air Ron, il a l'air vraiment d'être content de savoir qu'il peut donner cette info à sa mère. Donc, Bah, après, Madame Weasley, elle est toujours particulière avec Harry. Je pense qu'il faut vraiment qu'il fasse un énorme truc pour qu'elle lui reproche quelque chose. Sinon, je crois qu'elle ouais, serait un peu en mode bon, ok, je vais ouais. rien dire, c'est Harry. Puis il y a peut-être de la Puis pudeur aussi hein, par rapport à Ouais. l'argent. Et puis pour le coup, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que ça pourrait être peut-être une des personnes qui comprend le plus le fait que Harry veuille pas de l'argent par rapport à d'où ils viennent et que finalement il l'a laissé pour une cause qui lui paraît noble, on va dire, Mmh. ou correcte. Et ça, je pense que c'est un truc qu'elle peut comprendre. Je pense aussi, moi je pense qu'elle a vraiment été mise au courant, mais que voilà, ça a jamais été un sujet, quoi, par la suite. Par contre, ce qui m'avait plus surpris, moi, j'y repensais là aussi, c'est que en fait, elle a pas l'air d'être trop en contact avec ses enfants, quand ils sont plus chez elle. Et par exemple, quand ils vont sur le chemin de traverse pour acheter leur fourniture, dans le tome suivant, c'est la première fois qu'elle voit le magasin de Fred et Georges. Oui, c'est Et je me vrai. dis: «Mais en fait, il s'est passé, 6 mois, enfin les sorciers, ils transplanent comme ils veulent, elle aurait très bien pu,
aller, je sais pas, soit leur filer un coup de main de l'installation, soit être curieuse de comment ça se passe. Il y a une pudeur qui se crée une fois qu'ils sont Ou partis alors de chez elles. une Elle était réticence aussi. contre, ouais, Oui, Oui, oui. aussi. peut-être, oui, peut-être qu'elle se dit, Elle repousse le truc ouais, de c'est ça. je suis content pour eux, apparemment ça marche bien, mais je cautionne pas à 100%, quoi. Oui, peut-être que c'est ça aussi, oui, c'est vrai. Le fameux pousserie kiki, on s'en souvient. Ouais. À la récré, après le cours, Hermione lance toujours des petits regards de reproche à Harry. Alors ce dernier clôt le sujet. Ce qui est fait et il ne le regrette pas. Mais Hermione lui rétorque que ce n'est pas à Fred et George qu'elle pensait, mais à ses cours d'occlumencie avec Rogue. En fait, Harry a préféré ne rien dire à ses amis à propos du souvenir qu'il a vu, et donc de la raison pour laquelle il voulait tant parler à Sirius à la base. Il avait raconté que son parrain voulait qu'il reprenne les cours d'occlumencie, ce qui est vrai, hein, ils ont vraiment discuté de ça, et que ce sujet-là, c'était pour ça qu'il avait besoin de lui parler de prime abord. Et ça, c'est faux, c'était pas du tout la raison principale. Hermione ajoute qu'elle sait très bien que ses rêves ne se sont pas arrêtés en plus, parce que Ron lui a dit qu'il marmonne toujours la nuit. Ron, un peu honteux, dit avec une petite voix qu'il a juste entendu Harry dire un peu plus loin dans son sommeil, c'est tout. Et Harry invente un mensonge comme quoi il rêvait en fait de Quidditch. Et là, je me suis dit, désolé, mais je me suis dit, c'est bien que Harry pense au Quidditch quand même comme invention par Mm. rapport à un peu plus loin en rêve. Mhm. C'est peut-être, désolé, je suis peut-être trop adulte dans ma tête maintenant, Ouais. mais c'est bien que ça soit le Quidditch qui lui arrive en première excuse comme ça. Et là, oui, j'ai aussi une conversation qui est un peu drôle entre les 3 parce qu'en fait, ça se taille un peu dans tous les sens, parce que Hermione, c'est vrai que tu te dis, le pauvre Harry, c'est un coup à droite. Ouais, Bon allez, ouais. Georges et Fred, c'est fini, bam, Ouais, occlumencie. c'est ça. Et puis Harry qui, du coup, un peu vénère, tacle Ron en mode: «Ouais, si je parle du Quidditch, ça va le taire». Oui, puis Harry s'est dit, mais ça c'est limite, est-ce que c'est pas la petite influence Horcrux là, mais c'est souvent dit qu'il prend plaisir à mentir à ce moment-là pour voir la réaction de Ron qui se sent tout penaud. Et il y a un truc assez malsain là-dedans. Mais Un peu des fois, ouais. il s'en veut direct, mais il est là en mode je vais lui rabattre son caquet quand même parce que d'avoir dit ça à Hermione, il abuse quoi. Ouais. Bah, mais souvent, j'ai plus de souvenirs exacts, mais j'ai l'impression que c'est à part Hermione, mais Ron et Harry, j'ai souvent l'impression qu'ils prennent très mal quand, dans le trio, il y en a 2 qui discutent avec Hermione et sans le troisième en fait. Que Hmm. c'est un peu souvent: «Ah ouais, vous avez parlé de moi», quoi. C'est souvent pas très bien pris. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que c'est Ron qui le prend le plus mal quand OK. même. Hmm. Ouais. Mais là, ouais, c'est parce qu'il parle encore de l'occlumencie, quoi. Et la question aussi que je me suis posée dans ce passage, c'est que finalement, il dira jamais à Hermione et Ron ce qu'il a vu dans la pancine, enfin pas à ce moment-là en tout cas. Non, c'est vrai. Est-ce que ça aurait été une bonne chose qu'il le fasse? Parce que là, on parlait de pudeur, bon, il est très pudique par rapport à ça. Je pense qu'il se sent honteux aussi de ce qu'il a vu à propos de son père dans le souvenir de Rogue. Et pour ces raisons-là, il n'en parle pas à ses amis. Est-ce que ça aurait pas pu l'aider de verbaliser auprès de Ron et Hermione aussi? Bah, pour moi, il y a pas grand-chose qui va là-dedans. C'est-à-dire que son action de base, elle est quand même, hyper immature, quoi. Enfin, il est dans le bureau d'un Mmh. prof, il y a quelque Mmh. chose sur son enfin, vraiment, il va dans la vie privée de quelqu'un, quoi, en fait, sans savoir à l'avance quel souvenir ça va être. Ouais, ça c'est vrai. Et vu le souvenir, traumatisant que c'est, je crois qu'en fait, bah, déjà, je pense qu'en termes de caractère parce que c'est la première fois pardon, je réfléchis en même temps que je parle, mais c'est la première fois, je crois, dans le bouquin, qu'on revient vraiment sur le fait que Harry, il est triste parce qu'il se rappelle qu'il s'est fait bully par Dudley pendant toute sa scolarité, en fait, jusqu'à ses Mmh. 10 ans. Et c'est vrai que des fois, c'est pas tant appuyé que ça qu'avant qu'on commence vraiment l'histoire, on va dire. Ce qui est pas écrit dans les livres, bah, c'est vraiment une période, sombre pour Harry, quoi. Il se fait pourrir par son Mmh. cousin, tout le temps, quoi. Et du coup, je crois que ça lui rappelle ça, donc il y a de la tristesse et je pense qu'il y a de la peur aussi de se dire: «Mais si jamais Rogue apprend qu'il en a parlé à qui que ce soit, il se dit, je suis mort, quoi, en fait», Mmh. c'est, et vu comment déjà Rogue réagit dans ses cours alors qu'Harry a rien dit, je pense que ça le convainc de rien dire du tout, à mon avis. Mmh. Et puis c'est une chose de savoir soi-même que son père n'était pas parfait, et c'est encore une chose de l'avouer à ses meilleurs amis Ouais. Ouais. aussi, Mmh. Ouais, et puis il préfère se confier auprès de Sirius et puis de Rémus, qui l'ont vraiment connu. parce qu'ils l'ont connu, parce qu'ils font partie Ouais. de ce souvenir-là. Oui, en plus, ils l'ont vécu, quoi. Ça a plus de sens pour Harry, il se sent un peu plus en sécurité de se confier à ses anciens amis, enfin aux anciens amis de son père. Ouais, ça peut se comprendre aussi.
Ouais, puis bah, c'est vrai que ce que tu dis, Marina, je pense que c'est vrai aussi, c'est que comme il n'a pas connu ses parents, il a un besoin de les idéaliser. Et là, c'est même pas que son père était pas parfait, c'est qu'à ce moment-là, c'est un connard, en fait. Oui, Excusez-moi Oui, oui, pour non, les mais termes. oui. Mais, tu as dit les termes. et du coup, et en plus, Harry a été dans la même situation en tant que victime. Donc, il découvre que un autre agresseur similaire de son cousin, c'est son père. Donc, encore dans sa famille, en plus. Mm, mm. Je vais te dire, ça doit remélanger beaucoup de choses, en Ouais. fait, Ouais, pour lui, ouais, je Mm. pense. Ouais, ouais, c'est sûr. ouais. Histoire dont Ron et Hermione sont exclus, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu Oui, Harry avant Poudlard. Et voilà, puis l'histoire de son père à lui, ça appartient à Harry et pas vraiment à Ron et Hermione, quoi. En tout cas, ça a beaucoup plus de sens d'essayer de se confier, d'en parler, en tout cas de verbaliser ouais. avec Sirius. Ouais. Bon, bien entendu, Harry était en fait retourné au département des mystères dans son rêve. Et dans cette fameuse salle avec toutes ces sphères poussiéreuses, la rangée 97 pour être précis. Quand Hermione lui demande s'il essaie bien de fermer son esprit, Harry confirme que oui, mais sans la regarder dans les yeux, parce qu'en réalité, sa curiosité est plus forte que tout, et il a très envie de savoir ce que cache cette fameuse pièce au ministère. De toute façon, à un mois des Buses, son esprit est tellement surchargé de révisions en tout genre qu'il peine à trouver le sommeil le soir. Et quand il rêve, c'est à propos des examens et pas d'autre chose. Le dernier match de Quidditch de la saison approche aussi, Gryffondor contre Serdaigle. Comme Serpentard a été battu de peu par Poufsouffle, l'équipe de Gryffondor a donc encore une petite chance de remporter le tournoi en battant les Serdaigles. D'autant que la mentalité de Ron a quelque peu changé. Il se dit de toute façon qu'il peut pas être plus mauvais qu'il l'a été, et donc il a plus grand chose à perdre. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise mentalité dans le sport, de se dire qu'on n'a plus rien à perdre. On peut briller à ce moment-là. C'est vrai. Face au mur, on le Face au dépasse. mur, voilà. Et c'est ce qui va arriver. Spoiler. Le match a lieu le dernier week-end de mai. En se rendant dans les tribunes avec Harry, Hermione se dit qu'une autre raison pour Ron de mieux jouer peut-être, c'est le fait que Fred et George ne sont plus là, parce qu'ils avaient tendance quand même à se moquer de lui. En voyant Luna passer coiffée d'un énorme aigle sur la tête, Hermione réalise qu'ils vont voir Cho jouer aussi. Chose que Harry, lui, n'avait pas réellement oublié. Le commentaire du match est assuré par Lee Jordan, même si le cœur n'y est plus vraiment depuis le départ des jumeaux. En l'entendant annoncer le nom de Cheng au moment de son arrivée dans le stade, Harry réalise que son estomac ne se contracte pas comme il l'avait toujours fait. Et lorsqu'il l'aperçoit en train de parler à son capitaine Roger Davis sur le terrain, il ressent à peine une petite pointe de jalousie. Il me fait de la peine un peu, Lee Jordan. Ouais. Il s'est Mm. dit, il a plus Totalement. trop le cœur. Il dit bien les Tota- noms. Ouais. Mais totalement, et ça, c'est un truc que pareil que j'ai pas trop compris parce que en fait, il a toujours été associé aux jumeaux et même il faisait partie des testeurs ou des gens qui animaient un peu ces tests de boîte à flemme. Et c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi il l'avait pas gardé comme associé carrément et Oui. de faire un Mm, trio mm. pour le. Là, il y a peut-être le côté un peu jumeau de pas trop se rendre compte qu'il y a aussi d'autres gens en dehors de leur bulle et des fois, ça arrive sur la gémellité d'être un peu Hmm. Oui, dans parce ta qu'il s'est bien bulle à deux. donné pour leur affaire. Et- Mais c'est vrai que Jordan, moi, je trouve ça hyper dur, quoi. En fait, en plus, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de partir sans lui dire, quoi. Ouais. Enfin, ça te donne un peu cette sensation-là. Bah, je pense qu'ils lui ont dit quand même que leur temps à Oui, mais Poudlard bah, était si, parce que c'est terminé. vrai qu'il lui laisse les nifleurs et tout. Donc, Ouais, 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 je c'est vrai que pense. oui, oui, c'est vrai qu'il est Mais au courant. un truc qu'on avait déjà commenté, par exemple, après la mort de Fred, après le tome 7, Mm. c'est Ron qui va aider George Oui, c'est vrai. à la boutique. Et on s'était posé Mm. la question de ça, pourquoi c'est pas un Lee Jordan qui finalement, pendant les années de Poudlard, avait été Mm. très proche des jumeaux Weasley avec leur face à la trappe. Alors peut-être qu'il est passé à autre chose. Hein. Peut-être, Je sais Ouais. aussi, oui. oui, ouais, ça arrive, la vie, elle change aussi. Hein. Et puis, on peut se dire que Ron, ça reste aussi le côté familial et que pour le coup, comme c'était toujours un trio à Poudlard, ça aurait peut-être fait que renforcer le fait qu'il en manque un de Mm, mm. ramener Lee à la boutique. Ouais, ouais, ouais. Et là, le truc, tout cet arc avec entre Harry et Cho, bon là, il se termine, on voit bien, là, il y a vraiment plus rien, voilà, il y a plus d'ambiguïté ni rien. C'est pas mal dans ce tome 5 finalement que Harry, il finisse pas avec son premier amour. Enfin, c'est bien qu'ils connaissent une peine de cœur parce que ça rend l'histoire peut-être aussi un peu plus crédible au niveau de la représentation de l'adolescence. Surtout que les sorciers, ils ont tendance un peu à se marier Oui. à 20 ans et à faire plein d'enfants. Ouais.
Oui, Donc, et puis, voilà. c'est un peu first crush à 10 ans. Oui, oui, c'est Maintenant, elle est Ouais. ça. mariée, Ron à Hermione 25 ans, on style, a la quoi. maison et les 4 gamins, et voilà. C'est ça. Et Oh, puis c'est trop rien passé entre eux. Enfin, bah il y a eu oui, plus Oui, de en plus. disputes qu'autre chose, quoi. ouais, c'est Ouais. clair. Donc heureusement que cette relation a pris fin très tôt. Ouais. Ça le permet aussi, je pense, de se dire que entre ce que tu fantasmes dans ta tête et ce qui se passe, bah, il y a des écarts aussi parce que Cho, ça fait depuis un moment qu'il la trouve belle, qu'il s'imagine des trucs, qu'il a envie et tout et puis après, bon, bah, il y a l'histoire avec Cédric qui est venu un peu foutre le bazar mais en fait, ils ont pas tant de points communs que ça, Ouais. le salon de thé, ça lui parle pas du tout, Harry, tu vois? Enfin, il y a je crois qu'il se rend compte aussi que voilà, il y a Et ce que puis, tu imagines et la réalité. Cho, elle aurait pas supporté son amitié avec Hermione, je pense aussi. Oui, Oui, ça non, Mm, mm. bloque. Ouais, il y a clairement. un Je pense qu'elle a pas compris leur trio, comment ça fonctionne et que Ouais. non, il y a mais aucune question d'histoire d'amour. il y a pas beaucoup de Jamais. raisons pour que ça fonctionne, plein de raisons pour que ça Mm, mm. foire. J'aime bien le fait dans l'arc, narratif de Harry qui connaissent une peine de cœur Ouais, carrément. et que ça soit avec Cho Chang pour les raisons qu'on connaît, c'est plutôt pas mal. Petite question, pour vous, celle-là elle est un peu compliquée parce que ce n'est pas dans les livres. Est-ce que enfin oui, ouais, je vais pas la poser comme ça parce que c'est évident, mais avec qui Cho Chang finit-elle dans la vie? Bah, Roger Davis, du coup. Elle ne finit pas avec Ah Roger non? Davis. Ça aurait pu, hein. Moi Mais aussi, avec quelqu'un de Poudlard de la même année, enfin, promo et tout. non. Mais vous pouvez pas deviner si, vous êtes jamais tombé Et sur cette est-ce info. que tu as un indice ou parce que comme j'ai lu pas mal de trucs sur Ah, Pottermore, mais ça se attends, trouve, mais on ça n'a va me pas revenir. parlé dans le podcast. Alors je crois pas que c'est une info Pottermore. Je sais pas si Ah, on l'a OK. déjà évoqué. Ça serait, s'il y a aucun fan hardcore dans le chat Patreon qui l'a, je pense que c'est la preuve que c'est vraiment un truc niche et je pense que c'est niche. C'est pas un descendant de quelqu'un de connu ou un truc comme Non, ça ou le non. non. Je vous dis, on sait quasiment rien, hein, de la personne avec qui, Ah elle d'accord. finit. On sait quelque chose, une caractéristique de cette personne, c'est tout ce qu'on sait. Je crois que j'ai eu l'info un jour, mais je ne sais plus comment. Bah, je vous le révèle. En Oui, fait, oui, oui. J.K. Rowling a révélé qu'elle a fait sa vie avec un moldu. Voilà, c'est tout ce qu'on Ah, sait. ça, je savais pas. Elle l'avait dit lors d'une rencontre avec des enfants à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. C'était en octobre 2007, après la sortie du tome 7. Voilà, merci la Wayback Machine sur Internet. J'ai pu retrouver cette info. Cho Chang finit avec un moldu. On lui avait posé la question. Cho Chang a fini avec qui? Avec un moldu. Voilà, et c'est tout ce Mmh. qu'elle a voulu bien dire. Parce Laurence que l'avait. j'ai Bravo répondu Laurence. comme ça au hasard, alors me demandez pas plus d'infos. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est fascinant. À cette époque, en 2007, elle venait de terminer en plus la saga, de publier le 7e tome. Vraiment, c'était quasi impossible de lui poser une colle sur son univers tellement que tout était en place dans sa tête. Et si bien que tu lui demandes, mais Cho Chang a fini avec qui? Paf, elle avait toutes les données, quoi. C'était la bonne époque. Ouais. Les années. Je suis pas de cet avis, mais bon, Oui, elle a oui. inventé des trucs clairement hein, sur les chats et tout. Là, c'était pas un chat. Hein, Non, mais c'était, même les conférences et autres, elle-même avouait qu'elle en avait, enfin, elle avait pas la patience elle a peut-être de passer improvisé. des heures et des heures. T'improvises, tu peux Ouais. pas avoir pensé à tout, c'est impossible. Peut-être pas à tout, mais à beaucoup de choses quand même. Le vieux débat. Quoi? Le vieux débat depuis Bah non, mais faut 2019 à la arrêter non fréquence. plus. Ah là là, il revient. Je suis plus team Marina, je Bah oui. que ce soit J.K. Rowling ou d'autres, c'est, peut-être à part Tolkien et encore, c'est pas des dieux de leurs univers, ils peuvent pas Non, avoir pensé non. à tout et du coup, c'est vrai que les fans, bah, comme c'est pas une personne, un fan, c'est des milliers, voire des millions de personnes, il y a toujours une question que tu as pas pensé Mais oui, bien sûr. et je pense que comme tu es célèbre, tu es en direct et tout, tu dis: «Ah putain, faut que j'apprenne un truc. Si je dis que je sais pas, ça va pas aller». Ouais, c'est Heu, ça. Et mais à la fréquence, on en a traversé plein. Des mais questions ouais. qui sont des Mais des par vraies contre, cols. pour me faire l'avocat du diable, là où je pourrais te rejoindre un tout petit peu, Jérémy, c'est que les années qui collaient un peu, ces bouquins, les révélations pouvaient paraître quand même plutôt crédibles et plus le temps passait, plus tu sentais qu'elle rajoutait des choses, auxquelles elle avait jamais pensé avant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Où tu étais là: «Oui bon, si Mais tu y moi, avais je pensé, tu l'aurais suis écrit quoi». enfin, Sois humble et dis je n'ai pas pensé à Ouais. ça. Je vous laisse Non, à puis, votre libre imagination. justement, là où je pense qu'on peut avoir, comment dire? Confiance en ce qu'elle, pensait, c'est justement quand elle écrivait vraiment sur Pottermore. Elle a oui. vraiment écrit des articles, elle a écrit des sur les textes, je pense, parce que c'était pas dans le direct, tu étais dans une autre temporalité. Il y a plein de choses comme ça où Parce qu'elle se posait pour écrire.
Ouais. Oui, oui, Ouais, mais, pourrait mais réfléchir. justement, moi, je fais référence à ces années-là. Oui, mais les articles Pottermore, les Oui, oui. interviews comme Ouais. ça de. C'était fascinant de continuer de suivre l'actualité de J.K. Rowling, surtout qu'on était encore très loin de toutes les polémiques d'aujourd'hui. Elle était encore beaucoup baignée dans son univers et surtout, elle a écrit des articles absolument passionnants qui prenaient source dans des brouillons de l'époque parce que et ça je la crois sur parole, elle a inclus des éléments du lore de l'univers magique, mais à très faible dose par rapport à tout ce qu'elle avait imaginé. Par exemple, la salle commune de Poufsouffle, en fait, elle l'a imaginé dès le départ et elle voulait, à un moment donné, dans les 7 livres, qu'on traverse toutes les salles communes. Et le truc, c'est qu'elle a jamais trouvé le prétexte pour que finalement Harry se rende dans la salle commune de Poufsouffle, si bien que c'est jamais arrivé. Mais en fait, cette salle a toujours existé dans sa tête. Et ça, c'est voilà, c'est un iceberg en fait quand on commence à creuser. Et Pottermore, bah, on plongeait un peu dans cet iceberg de tout ce qu'elle avait imaginé. Bon, il y a des trucs qui sont un petit peu plus capillotractés, on va pas se mentir. Notamment tout l'article qui explique pourquoi l'entrée de la chambre des secrets se fait par les tuyaux alors que la plomberie n'existait pas à l'époque de Salazar Serpentard. Cet article est un des. Celui-là, c'est peut-être un que je préfère tellement que c'est capillotracté. Mais ouais, c'était la bonne époque. Alors, Gryffondor contre Serre d'Aigle, eh bien, c'est parti. Le match commence. Et après quelques secondes à peine, Ron encaisse déjà son premier but, ce qui amène les Serpentards à chanter Weasley est notre roi dans les tribunes. À ce moment-là, une voix rauque appelle Harry et Hermione derrière eux. C'est Hagrid, qui s'est glissé tant bien que mal derrière eux en essayant de se faire discret. Ce qui n'est pas chose aisée pour lui, on peut le comprendre. Hagrid leur demande à voix basse s'ils veulent bien le suivre. Harry demande si ça peut attendre la fin du match, mais Hagrid leur répond que non, au contraire, c'est pas plus mal que l'attention des élèves soit portée sur autre chose. En observant l'air abattu du demi-géant et ses nombreuses ecchymoses au visage, Harry et Hermione acceptent immédiatement et Hagrid les remercie avec gratitude. En quittant les tribunes à leur côté, Hagrid lance des regards inquiets autour de lui et il dit qu'il espère qu'Ombrage ne va pas les apercevoir, mais Harry le rassure sur ce point. Elle est accompagnée de toute sa brigade car ils craignent des débordements durant le match. Et Hagrid répond que ça serait pas plus mal qu'il y ait du grabuge, comme ça leur donnerait un peu plus de temps. Hermione lui demande ce qu'il se passe, mais Hagrid lui répond de le suivre, elle va voir ça dans un moment. S'éloignant du stade, Hagrid marche d'un bon pas dans le parc, ce qui oblige Harry et Hermione à courir littéralement derrière lui. Parvenu à sa cabane, il ne s'arrête pas et poursuit sa route en direction de la forêt, en récupérant une arbalète au pied d'un arbre. Les deux amis se lancent un regard inquiet, puis ils continuent de suivre Hagrid qui s'enfonce entre les arbres. Généralement, c'est pas bon signe. Tu m'étonnes. Ils se disent « Oh, la forêt interdite, c'est reparti. On y retourne. » Est-ce qu'il y a un tome où ils y vont pas avec Hagrid? Enfin, jusqu'ici. J'ai pas précis, mais Ouais, ça se trouve, c'est... ouais, dans le 4, il va pas trop dans la forêt, mais bon, il l'emmène voir des dragons. Allez, Si, il l'emmène voir des dragons dans la forêt. oui. Oui, non, mais oui, je crois Mais qu'il c'est vrai qu'à chaque fois, il y a quand même. y a toujours un truc, quoi. Ouais. Allez, c'est reparti. C'est En vrai. même temps, est-ce que tu vas dans la forêt interdite sans accompagnant Bah, par exemple, dans le Dans ta 2, choix. Oui, ça va. dans le 2, ils ont Oui. été voir Aragog, Hagrid n'est pas là, mais c'est carré, Ouais. c'est lui qui les a envoyés là-bas. D'ailleurs, c'est peut-être le pire truc qu'il ait jamais fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, elle va être sympa, vous inquiétez pas. Même, je suis sûre que les profs adultes ou les adultes vont pas là-bas Ouais, seuls bah oui. dans la forêt interdite. Bah, les Bah, ce interdits. qui m'a fait poser la question de la première retenue d'Harry, quoi, quand il l'envoie Ah avec oui. Hagrid dans la forêt, alors qu'il y a une licorne qui s'est fait tuer, et que les licornes, ils disent « Oh, il n'y a pas grand-chose qui peut tuer ça, allez voir. » Ils ont 10 ans. Oui. Enfin bref, c'est un classique. La sortie annuelle dans la forêt C'est interdite. ça. En plus, il prend une arme, il est armé quand même. Donc tu t'es dit, bon, bah, Oui, c'est vrai. les soucis recommencent. C'est parti. Et justement, Harry demande à Hagrid pourquoi il est armé. Et Hagrid lui explique que c'est parce qu'ils vont un peu plus loin que pour le cours avec les Sombrales, et surtout parce que les centaures sont en colère contre lui depuis le départ de Firenze. En colère, c'est d'ailleurs assez faible comme mot. En fait, si Hagrid ne s'était pas interposé sur le moment, le troupeau aurait sûrement tué Firenze à coups de sabot. C'était une chance d'être pas très loin au moment où l'incident a éclaté. Harry n'en revient pas que Hagrid se soit interposé dans ce combat de centaures en parvenant à sauver Firenze. D'ailleurs, c'est pour ça que Hagrid a d'autant plus de mal à écouter les avertissements que Firenze lui a donnés, parce que Hagrid lui a littéralement sauvé la vie. Bon, tout ça pour dire que les centaures ont une dent contre Hagrid, et comme ce sont les créatures les plus intelligentes de la forêt, il vaut mieux prendre ses précautions. Mais il abuse, Hagrid, c'est. Il te sauve la vie, t'as pas le droit de lui donner des conseils pour sa vie.
Oui, là, oui. Genre, fais attention, c'est dangereux ce que tu fais. T'as le droit de ne rien me dire. Je t'ai sauvé la vie. Bah, là-dessus, il est un peu. Ouais, Ça, obtus. ça touche à la famille, donc il se met des œillères. Après, on va le voir tout à l'heure, mais je pense que Hagrid, les centaures, c'est pas qu'il les aime pas trop, mais je pense qu'il a un avis sur eux, quoi. Ouais, mais c'est vrai que moi aussi, mais je me dis qu'on allait peut-être en parler. Ouais, parce que je pense qu'on il y va en a, il y parler a la après. rencontre avec le troupeau. Ouais, on va en tard. parler après. Je pense qu'il y a des petits éléments ensuite. Hagrid, Hermione et Harry s'enfoncent si loin dans la forêt que c'est comme si le soleil s'était couché. Les deux amis ont beaucoup de mal à suivre le rythme du demi-géant tout en évitant les branches et les ronces sur leur chemin. L'ambiance est inquiétante, chaque bruit claque comme une menace. Harry et Hermione allument leur baguette d'un lumos avant de se prendre Hagrid de plein fouet. En fait, ils voudraient leur donner quelques explications avant qu'ils arrivent à destination. L'air triste et inquiet, Hagrid prend une inspiration. Hagrid explique à Harry et Hermione qu'il a de fortes chances d'être envoyé prochainement. D'autant qu'Ombrage pense que c'est lui qui a mis le nifleur dans son bureau, ce qui est faux. Il partirait dès maintenant s'il pouvait pour éviter de subir la même humiliation que Trelawney devant toute l'école. En plus, il pourrait rejoindre Dumbledore et se rendre utile pour l'ordre. Et quant à eux, sa voix se brise un peu à ce moment-là, eh bien, ils devraient pouvoir s'en sortir à leurs examens de soins aux créatures magiques, sans trop de problèmes. Mais Hagrid poursuit en expliquant qu'il a un secret, et qu'il ne peut pas partir sans confier ce secret à quelqu'un, et il a pensé à eux, avec Ron bien sûr. Harry le rassure en disant qu'ils l'aideront bien entendu s'il le faut, mais pour faire quoi au juste? Hagrid, ému, se mouche avec un gros mouchoir, puis il leur demande de le suivre un peu plus loin. Au bout d'un quart d'heure supplémentaire de marche, Hagrid s'arrête devant un grand monticule de terre. Des arbres déracinés se trouvent tout autour. Hagrid chuchote qu'il dort, et en effet, Harry entend une sorte de grondement, tandis qu'Hermione regarde le monticule de terre d'un air terrifié. Paniquée, elle demande à Hagrid de qui il s'agit, parce qu'il leur avait pourtant dit qu'aucun d'entre eux ne voulait venir. Harry ne comprend pas ce qu'elle veut dire avant de remarquer que l'énorme tas de terre n'en est pas un. C'est le dos d'un géant qui bouge au rythme de sa respiration. Oh shit dans la tête d'Harry. D'un ton désespéré, Hagrid explique qu'il ne voulait pas venir, mais il n'avait pas d'autre choix que de le ramener. Peut-être même qu'il parviendra à convaincre tout le monde qu'il est inoffensif en lui inculquant les bonnes manières. Hermione comprend alors pourquoi Hagrid est arrivé en retard de sa mission et d'où viennent toutes ces blessures mystérieuses depuis son retour. Hagrid poursuit en expliquant que le reste de la tribu n'arrêtait pas de le brutaliser parce qu'il est si petit. Et le mot petit fait disjoncter Hermione un peu plus. Des larmes coulent sur les joues d'Hagrid quand il dit que c'était impossible pour lui de le laisser là-bas parce que c'est son frère, enfin son demi-frère. Sa mère est partie avec un autre géant lorsqu'elle a quitté son père et c'est à ce moment-là qu'elle a eu gros. Hagrid n'est pas sûr que ça soit son véritable nom, mais c'est ce qu'il comprend quand il le prononce. En vérité, il ne parle pas très bien anglais et il voudrait le faire progresser. Il pense que leur mère ne s'est pas vraiment occupée de lui vu qu'il ne mesure que 5 mètres. La mère de l'année. J'ai relevé une phrase qui est assez terrible dans ce passage. Il y a Hagrid qui dit « Ma mère n'a pas l'air de l'avoir aimé beaucoup plus que moi. » Et je trouve que ça a du sens ici. Tu comprends sa motivation profonde de ramener Groupe parce Il veut que... qu'il ait une chance Ouais, d'être aimé, je pense. je pense qu'il cherche à donner à Groupe l'amour qu'il peut pas recevoir de la part de ses semblables, qu'il a pas reçu de sa mère, comme Hagrid l'a pas reçu non plus, quoi. Ouais, puis je pense que pour le coup, Hagrid, il a besoin d'être un peu dans la norme, parce que, bah, je pense qu'Ombrage, elle a fait aussi ressortir le fait qu'il est différent des autres, et que, bah, lui, il est orphelin depuis, et du coup, d'une famille, c'est, on va dire, le truc le plus normal que normalement tout le monde a, même une seconde. Et je crois que s'il a besoin de cette stabilité et de se dire, «Je m'en fous que ce soit un géant, c'est mon frère, moi aussi, j'ai le droit à ça aussi». Je crois que ça dans les 2 sens, en fait. Il le veut pour lui, mais il en a pour son frère, mais il en a besoin pour lui aussi, quoi. Ouais, puis lui, Hagrid, il a eu son papa. Ouais. Et là, je Oui, pense oui, en plus, il que a connu son père quand même, il est mort jeune, ouais, mais là, il se dit: «Groupe, il a personne d'autre, le reste, quoi». Et ouais. je pense qu'il
C'est pour ça il devient c'est son frère, mais il devient quasiment son père de substitution. Enfin, je pense qu'il y a un truc comme ça, où l'amour qu'il a reçu de son père, je pense qu'il veut le donner à Grope. Bah, et puis en fait, il a toujours fait ça avec, tout, les dragons, les araignées et tout, Oui, c'est c'est un vrai. peu une blague c'est un peu une blague dans les bouquins, mais en fait, il y a le côté de il pour lui, c'est impossible d'abandonner quelqu'un ou bon, quelque chose, c'est un peu violent de dire ça, mais, c'est impossible d'abandonner un être vivant et là, bah, ça se traduit qu'en plus, ils seront reliés par le sang, donc, c'est d'autant plus impossible pour lui. Harry demande si Madame Maxime était d'accord avec ce plan. En se tordant les mains, Hagrid répond que, bon, elle a bien vu que c'était important pour lui, mais elle a fini par rentrer de son côté en promettant de n'en parler à personne. Le problème, c'est que le chemin du retour était long et pénible, puisqu'il pouvait voyager uniquement de nuit et en pleine nature. Hermione s'assoit sur une souche d'arbre, le visage dans les mains. Pourquoi l'avoir forcé à venir jusqu'ici? D'autant qu'il est dangereux vu les blessures d'Hagrid. Le demi-géant admet qu'il a reçu quelques coups de poing, mais il voit un progrès petit à petit, même s'il est quand même obligé de le garder attaché pour l'instant. Hermione demande ce qu'il doit faire exactement, et Hagrid répond de s'occuper de Groupe, tout simplement, quand il ne sera plus à Poudlard. Groupe sait se nourrir tout seul, mais il a surtout besoin de compagnie, de quelqu'un avec qui bavarder pour apprendre l'anglais et pour sociabiliser. Rien que ça. Et Harry se rappelle alors l'avertissement donné par Firenze, qu'il comprend mieux maintenant. Sa tentative est vouée à l'échec. Il ferait mieux d'abandonner. D'un petit rire nerveux, Hermione dit qu'elle en viendrait même à regretter Norbert le dragon. Au bout d'un moment, Harry promet à Hagrid qu'ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire avec Grope. Hagrid les remercie, les yeux larmoyants, puis il part le réveiller pour faire les présentations. Hermione tente de le dissuader, mais trop tard. Hagrid réveille le géant d'un coup de branche dans le dos. La douceur version géante. Grope pousse alors un énorme rugissement qui résonne dans toute la forêt, puis le géant se lève péniblement. Juste avant que Grope se réveille, sur Madame Maxime et le fait que bah, il y a un moment ils se sont séparés. Hagrid explique effectivement que le chemin du retour a été pénible parce qu'il devait traverser que de nuit en pleine nature, etc. Mais est-ce que c'est possible? Enfin, genre, je me suis toujours posé cette question finalement de la crédibilité de ce chemin retour parce que est-ce que tu peux traverser réellement l'Europe avec un géant de 5 mètres uniquement de nuit, uniquement en pleine nature? Même si tu arrives jusqu'à la côte, comment tu fais pour traverser la Manche avec un géant qui fait 5 mètres? Bah, un parapluie rose et une barque, Oui, oui, sûrement, oui. Ouais, mais j'imagine, parce que, enfin, on sait pas trop où se trouvent, ces montagnes. On avait dit peut-être l'Oural, Mm, mm. mais enfin, dans tous les cas, c'est assez loin ouais, quand même. Leur voyage ouais, aller, il a pris du temps, et cetera et je sais même pas si Hagrid, est-ce qu'il peut transplaner avec un géant de 5 mètres? Moi, bah, je pense pas, hein. sur l'Europe, ça me choque pas trop. Ouais. Dans le sens où, enfin, j'essaie d'imaginer comment l'univers a été construit et il y a plein de je pense que le chemin de traverse, c'est pas le seul lieu magique, tu vois? Je pense qu'il y a plein Oui. d'endroits magiques, qui font que, Mm. ils vont pas passer forcément par des endroits qu'on connaît nous, et puis il y a des endroits où c'est quand même en pleine nature, si c'est la nuit, ça me choque pas trop. Bah, après, c'est vrai que bon, le traverser la mer, c'est vrai que c'est quand même un autre machin. Mais, ce qui me fait bizarre, c'est aussi de me dire, heu, je veux bien que Dumbledore soit gentil, pose pas de questions, mais il y a un moment, il est pas con non plus. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui a tu l'envoies chez les géants, il revient 3 mois Ouais. de retard, couvert de blessures. Oui, oui. Enfin, Mhm. il y a un moment, Ça va Hagrid, et il s'est passé quoi? et du coup: «Oh non, rien, je suis tombé, j'ai mis du temps à m'en remettre, tout va bien», Mmh mh. et du coup, c'est vrai que le fait que il garde ça caché. Je me dis: «Mais pourquoi Dumbledore l'aide pas plus, quitte à avoir accepté qu'Hagrid soit revenu?» On va dire: «Bah, je sais pas, mais arrange la chose, en fait». Mm. Ouais. Mais en fait, s'il l'avait laissé derrière lui, est-ce que Groupe serait mort Je pense que à c'est ça force qu'il d'être craint parce qu'ils C'est ça, battu par les autres? sont en train de tomber les uns après Mm. les autres. Puis tu sais, quand il fait son récit, il explique qu'ils ont peut-être réussi à convaincre des géants qui ont Mm. été, martyrisés par le oui, c'est nouveau vrai. Gurg et je pense qu'il faisait partie de ce groupe-là, frappé à mort et ils étaient tous en train de tomber les uns après les autres. De toute façon, les géants sont pas faits pour vivre qu'entre eux comme ça, quoi. Ils finissent par s'autodétruire. Donc je pense qu'il avait peur que Groupe, en tant que «petit géant» entre guillemets, bah, il soit le prochain, quoi. Hagrid lui demande s'il a bien dormi en l'appelant Groupie. Harry et Hermione, eux, reculent instinctivement de plus en plus loin.
Hagrid explique à son demi-frère qu'il a emmené des amis avec lui dont il lui a déjà parlé. Ceux qui s'occuperont de lui quand il sera en voyage. Pour réponse, Grope pousse un autre rugissement en tentant de déraciner un arbre à côté de lui. Son regard finit par se poser sur Harry et Hermione, tous deux terrifiés. Hagrid fait les présentations. Voici Harry et Hermie. Ça sera plus simple que de dire Hermione. En une fraction de seconde, Grope attrape Hermione en la projetant derrière un arbre. Hagrid crie à Grope que c'est très très vilain de faire ça. Mais le géant se contente de donner une belle patate dans le nez d'Hagrid qui finit au sol avant de reporter son attention sur l'arbre qu'il cherche à déraciner. Le nez en sang, Hagrid se relève en disant que voilà, ça suffira pour les présentations. Comme ça, Grope se rappellera d'eux quand ils viendront le voir. Hagrid propose alors de les raccompagner au château, l'arbalète à la main, et Harry et Hermione ne se font pas prier. Le trajet du retour se fait en silence, jusqu'à ce que Hagrid leur demande de s'arrêter. Il charge son arbalète, incitant Harry et Hermione à sortir leurs baguettes. Une voix grave résonne alors près d'eux, signalant à Hagrid qu'ils l'ont pourtant prévenu qu'il n'était plus le bienvenu ici. Un centaure, un arc sur les épaules, fait son apparition entre les hautes herbes. Hagrid lui demande comment il va en l'appelant Magorien. Je sais pas comment. Enfin, vous dites. Magorian. C'est Hmm, Magorion. on va dire Magorian. Je sais pas trop. Magorian. Ouais, Magorian. Ouais. Mettons-nous d'accord. Plusieurs autres centaures apparaissent alors à leur tour, et Harry reconnaît Bane parmi eux, qu'il l'avait rencontré en première année. Bane dit aux autres qu'ils se sont mis d'accord sur le sort qu'il réservait à Hagrid si jamais il revenait dans la forêt. Hagrid se défend en disant qu'il a protégé Firenze parce qu'après tout, il a simplement accepté d'aider Dumbledore. Il ne méritait pas d'être mis à mort pour ça, bien au contraire. Mais Morgarion, Magorion, explique que Firenze les a déshonorés en acceptant de vivre dans la servitude, car partager le savoir des autres centaures aux humains est un interdit et une disgrâce pour leurs espèces. Mais Hagrid n'en a pas grand-chose à faire de leurs principes. D'ailleurs, ce n'est pas à eux de décider qui a le droit de venir ou pas, parce que la forêt ne leur appartient pas. Magorian répond qu'il le laisse passer aujourd'hui parce qu'il est accompagné de poulains, en précisant que eux, centaures, ne touchent jamais aux innocents. Mais à l'avenir, il ne doit plus venir ici parce qu'il a perdu l'amitié des centaures en venant en aide au traître Firenze. Et là, Hagrid réplique que ce n'est pas une vieille bande de mules dans leur genre qui l'empêcheront de venir dans la forêt. Quelques centaures dont Ben tapent au sol avec leurs sabots, les Magorians rebroussent ce chemin en compagnie des autres. Ils savent aussi ce qu'ils cachent dans la forêt et leur tolérance a des limites. Alors que le troupeau de centaures s'éloigne, Hagrid hurle qu'ils vont bien devoir le tolérer parce que c'est autant la forêt de Grope que la leur. Justement, petite pause sur Magorian. Vous avez une idée d'où ça peut venir en termes d'étymologie ou pas? Est-ce que ce nom, ça vous dit quelque chose? Sur Pottermore, il n'y a pas. Sur Pottermore, il n'y a pas. Sur le wiki, Sur tu veux les dire? internets, il n'y a pas. Enfin oui, wiki. On peut trouver un petit truc quand même. C'est pas un Sur côté le wiki explorateur. français. Ouais, explorateur un peu. Il y a pas un explorateur qui s'appelle un peu comme ça. Magellan Un peu en différent. Ouais, c'est Magellan Magellan, mais Je pense à Magellan. ouais, ça ressemble, hein, tu me diras. Non, vraiment. C'est gentil. Mais non, mais on y a pensé aussi. Ouais, tu Ah, penses mais direct. Il y a un truc. Non, vraiment, il y a une étymologie. C'est de l'arménien, Magorian, et ça signifie fils de Magor, justement le fils de Magor, Magorian en arménien. Arménien ou araméen? J'ai un doute à vérifier. Et le truc qui est intéressant, alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est qu'une pure coïncidence et que c'est juste un nom inventé, mais on a parlé de Tolkien tout à l'heure et du Seigneur des Anneaux. On sait que J.K. Rowling a beaucoup lu Tolkien. C'est Tolkien ou Tolkien? On peut dire les deux. C'est Parce que maintenant, j'entends les deux, je sais pas d'où ça vient. En anglais, ça se dit Nouveau Tolkien. débat. En fait, en français, on dit Tolkien parce qu'on le lit Tolkien, mais en anglais, son nom se prononce Tolkien. C'est pour ça. Je vais dire Tolkien, pardon. Mais non, mais Et Magor, chez Tolkien, c'est un personnage humain issu de la maison de Hador. Voilà, je pourrais pas trop vous dire plus. Je suis pas expert en Terre du Milieu. Coucou à nos amis belges des pages du milieu. Mais, toi, tu connais, Harold? Ouais, mais bon, Tolkien, je sais pas, il y a quoi, 100 000 noms, non? Ouais. Une famille. La maison de Hador. Hador, là. Mais la maison d'Anor, c'est assez connu dans Ouais, l'univers. Mais...
Voilà, donc je sais pas si c'est une petite ref de JK au Seigneur des Anneaux ici. Heu, Tu voulais parler des centaures, non? ah oui, c'est Il me ça, oui. semble, ouais. Tu J'ai voulais faire ouais, le c'est truc ça. que je voulais dire, mais Oui. heu oui, parce que, bah, au final, ce qui est marrant, c'est que je trouve que ce qu'ils reprochent aux sorciers et ce qu'on pourrait reprocher aux sorciers de base, le côté un peu, archaïque, c'est-à-dire que, enfin, ils voient vraiment les moldus comme des nullards, mais en attendant, le téléphone portable, ils connaissent pas et ils galèrent à communiquer quand ils sont pas en face l'un de l'autre. Enfin, Oui. il y a des choses comme ça où tu te dis: «Bah, peut-être quand même que vous auriez pu mixer des choses». Et les centaures, ils ont un peu ce discours de dire que les sorciers sont prétentieux, mais eux-mêmes, en se gargarisant d'être intelligents, bah, comme tu l'as dit, Marina, ils appellent des jeunes humains des poulains, ils sont prêts à tuer quelqu'un qui est pas d'accord avec eux Ouais. Mmh. et du coup, pour moi, c'est pas vraiment une forme d'intelligence, mais Mmh. plutôt un truc, animal, justement et du coup, ils sont quand même, très, très loin d'être parfaits et un peu bloqués Ouais. Mmh. dans l'Antiquité, je dirais. Et aussi dans l'autre sens, Hagrid leur reproche d'être fermés, du fait que Firenze, normalement n'a pas le droit de partager son savoir. Mais c'est exactement comme le monde des sorciers avec le secret Oui, magique, où tu ne peux pas totalement. partager ton savoir avec les moldus. Mmh. Oui, Tu vois, oui. ils Oui, pour moi, reprochent il y quelque a un chose gros aux, parallèle, ouais. aux centaures, alors que les sorciers font exactement ça avec les moldus. Ils partagent pas leur savoir et ce qui pourrait arranger la vie des moldus pour le secret magique et pour les garder. Moi, je rapprocherais un Firenze d'un Dobby. C'est-à-dire, c'est un excentrique parmi, son espèce. C'est-à-dire que les elfes de maison, normalement, quand tu es un bon elfe de maison, tu t'occupes de ta famille, tu obéis au doigt et à l'œil et tu te fais le plus discret possible et puis Dobby, paf! Il va prendre la défense de Harry Potter, il va aller à l'encontre de sa famille, il veut sa liberté et en fait, de par son militantisme, Dobby va élever toute la communauté des elfes de maison. Je pense que Firenze, il fait du bien ici aussi à la communauté des centaures. Il va faire bouger les lignes, quelque part, de ce Mm. qui se fait Mmh. ou pas dans la culture centaure. Et effectivement, je pense que les centaures, il y a une incompatibilité avec les sorciers dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils sont pas faits pour vivre, je pense, au milieu des sorciers parce que leur culture, leurs mœurs sont trop différentes. Il y a une espèce d'animalité dans leurs rapports sociaux. Ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'ils soient cantonnés effectivement à un espace naturel. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils vont réduire les sorciers à leur état d'humain. Quoi, voilà. Chose qu'on entend aussi de la bouche de Firenze quand il enseigne la divination. Hein. C'est-à-dire que c'est son Oui. premier discours, il commence son cours comme ça en disant toute façon, vous êtes trop fermés d'esprit parce que vous n'êtes que des humains après tout, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il les prend un peu de Mais haut. oui, oui, il y a que ce côté-là et puis, bah, je pense que ce qui est pas facile pour eux, c'est que la forêt interdite, c'est une sorte de réserve, on va dire. Mais, c'est pas si grand que ça. Ça reste Mm. une forêt et je pense qu'ils ont été habitués, si on fait un truc logique, dans l'Antiquité grecque à avoir, bah, pas de limite de territoire, par exemple, et que là, c'est un peu une sorte de zoo, amélioré Mm. et que du coup, bah, le côté un peu comme les géants, quoi, le côté enfermé, ça leur réussit pas trop non plus, Mmh quoi. mh. Et après, Ouais. ils ont la Ouais, ouais. possibilité de partir aussi. Oui, oui, mais je pense qu'avec tout le monde moldu qui s'est développé, c'est peut-être moins, comment il y a Mm. une sorte de truc où ils ont pas trop le choix et en même temps, je pense que c'est ça aussi qui leur plaît pas trop, c'est C'est la que je pense déforestation qui empêche les c'est centaures ça, de s'établir ailleurs. C'est le Nutella. exactement. Et puis, Pardon. le truc par rapport à C'est ça. Firenze, c'est que je faisais l'espèce d'analogie avec, Dobby. Moi, je me demande, est-ce que sans un Firenze, est-ce que les centaures, auraient quand même participé à la bataille de Poudlard comme ils le font dans le tome 7? Ah oui, la fin, oui. Alors après, on sait que les centaures ont aussi un énorme respect pour Dumbledore malgré tout. Ils vont, vous savez, tirer les flèches, à son Ouais, enterrement à la fin du tome 6. Je sais pas, ils ont un rapport assez ouais, compliqué. Je pense qu'ils ont un respect pour Dumbledore. Ils ont un respect aussi pour Hagrid en soi. quand même, ouais. Euh, Puis mais bah ça, je me demande, tu vois, est-ce que sans Firenze, ils seraient levés contre Voldemort. C'est une question ouverte. Hein. puis bah, Dumbledore, c'est quand même dit, plein de fois, même, bah, dans le chapitre d'avant, où non, c'est pas dans le chapitre d'avant, mais dans un des cours d'occlumency, Rogue, il le dit à Harry, il dit: «Ouais, Dumbledore, il a des pouvoirs, quand même, qui sont pas communs par rapport Ouais. à nous autres», alors que Rogue, c'est sans doute un des sorciers les plus puissants qu'on connaisse, si on met Dumbledore de côté. Mm. Je pense à ça parce que quand il va, après dans le bouquin, il va aller rechercher Ombrage et il y a un truc un peu mystique en mode personne sait comment il a fait. Mm, mm. Il revient comme ça, mais je pense qu'il est quand même extrêmement puissant et que s'il voulait, en fait, il pourrait annihiler les centaures un peu comme ça Oui, oui. et que le fait qu'il le fasse pas, Mm, mm. mais qu'il puisse le faire, je pense qu'ils sont un peu bon, si c'est juste pour récupérer quelqu'un, on va peut-être pas se mettre, dans la mouise non plus.
Et puis il a un côté où il est très dans le dialogue, où il sait faire consensus. Mmh, mmh. Mais sur la bataille finale, moi, je suis assez d'accord. Je pense que si Firenze n'avait pas été dans l'école, je suis pas sûr qu'il serait tant intervenu que ça. Je pense qu'il y a un côté qu'il y a un des leurs qui est là-bas quand même. Ouais, et puis la passivité des centaures, quoi. C'est-à-dire, Ouais. prendre des années pour lire des signes dans les astres, dans le ciel, et pour finalement pas faire grand-chose. Tu vois? C'était tout le Oui, débat du 1 déjà avec Firenze, qui ouais. porte Harry sur son dos parce que en fait, il voit bien que Harry est au centre d'une future guerre, mais il faut absolument pas, être actif dans cette guerre-là. La guerre, c'est celle des sorciers. Les centaures n'ont pas de rôle à jouer, si ce n'est lire les prémonitions dans le ciel. Et à Alors quoi que bon finalement lire le ciel si t'en fais rien? et c'est ça, et Oui, c'est Firenze ça. dès le 1, il a un point de vue différent. C'est genre, il a lu les signes comme ses semblables, comme les autres centaures, mais lui, il décide Mmh. de prendre part à ce combat-là qui commence déjà dès le 1. Ça, c'est intéressant. Et puis c'est là peut-être un peu leur hypocrisie, c'est que dans le 7, bah, s'ils font rien, potentiellement le risque, c'est qu'ils se fassent tous massacrer aussi. Ouais. Donc quand en fait ils sont un peu, au pied du mur en se disant: «Bon, peut-être que là quand même, on a un petit avantage, est-ce qu'il y a un camp qui l'emporte plus que l'autre? Mmh. On va y aller quoi». Harry et Hermione incitent Hagrid à poursuivre leur chemin, ce qu'il consent à faire. Hermione dit qu'elle voit pas comment ils vont pouvoir se rendre dans la forêt si les centaures refusent l'accès aux humains. Mais Hagrid répond que, comme ils l'ont dit, ils ne s'en prennent pas aux enfants. Et Harry glisse à Hermione, bien essayé. Ouais, bien essayé. C'était une bonne tactique, mais ça marche pas. Au bout de longues minutes, le ciel apparaît à nouveau au-dessus de leur tête, alors que la forêt devient moins dense. Parvenu à la lisière, Harry réalise qu'Hermione est pleine d'égratignures et de brindilles, et que lui-même doit être dans un état similaire. Le match semble terminé, Hagrid leur suggère de se glisser dans le flot d'élèves qui entrent au château. Comme ça, ils passeront inaperçus. Harry et Hermione disent au revoir à Hagrid, et ils se mettent en chemin. Hermione n'arrête pas de répéter d'un air fébrile qu'elle n'arrive pas à y croire. Harry tempère en disant qu'Hagrid n'a pas été encore renvoyé, donc ils n'ont pas à se soucier de ça pour le moment. Mais pour Hermione, c'est évident qu'Hagrid va finir par se faire renvoyer, et après ce qu'ils viennent de voir, est-ce qu'ils peuvent vraiment en vouloir à Ombrage? Harry la regarde d'un air furieux en lui disant à voix basse qu'il espère bien qu'elle ne pensait pas vraiment à ce qu'elle vient de dire. Hermione, des larmes de colère dans les yeux, admet que ces mots ont dépassé sa pensée. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'Hagrid est obligé de se compliquer la vie comme ça et compliquer leur vie à eux au passage? Ce qui est pas complètement faux. Oui, ça reste des enfants, hein, comme le centaure a dit au final. Hein. Mais c'est pas la première fois qu'Hermione et Harry, ils ont cette relation-là par rapport à Hagrid. Quand il y a les premiers cours de gobe-planche, Hermione, Oui. elle est un peu à se dire: «Ah mais ils sont cool les cours, ça fait plaisir» et Harry, lui, c'est vraiment la loyauté indéfectible en mode de: «Quoi? C'est de la merde, de toute façon, il y a que Hagrid qui compte, le reste on s'en fout», Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Hermione, il a tu ce sens côté qu'elle est sur le genre 0 côté. recul. La loyauté aveugle Ouais. d'Harry, ouais. Ouais, alors qu'Hermione, elle est quand même un peu plus, sensée et elle dit un peu les trucs même si ça fait un peu mal en mode: «Non mais pourquoi quoi?» Mhm. Là, on parlait tout à l'heure de est-ce que la visite dans la forêt interdite, c'est pas un classique chaque année avec Hagrid? Et là, la discussion entre Harry et Hermione en mode mais pourquoi il doit se compliquer la vie, puis nous compliquer la vie à nous Ouais, en même ouais. temps? Et là, c'est vrai que j'ai réfléchi un petit peu à faire le listing de tous les problèmes de Hagrid dans lesquels le trio s'est empêtré aussi. Alors après, le trio de lui-même aussi, mais Ouais, j'aime bien. donc en fait. Oui. Norbert dans le 1, donc ça on le Mmh. cite. C'est vrai que dès le 1, il y a ce truc où c'est grâce à Harry, Ron et Hermione que Hagrid, voilà, il sauve ses miches et puis que Norbert finalement est évacué. Ah, le trio, il doit prouver son innocence dans le 2, dans la chambre des secrets, parce qu'il est quand même emmené à Azkaban. Il y a quand même Hagrid qui les emmène dans la forêt interdite. Je pense que c'est le truc le plus dangereux qu'il ait jamais fait. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il a déjà eu conscience un jour qu'il a failli tuer Harry et Ron à ce moment-là? Je pense pas, hein, puisque quand il y a l'enterrement dans le 6, Oui, oui, il invite Harry Ouais, c'est à ça. l'enterrement. C'est genre, mais tu es au Parce courant que c'est un des seuls que qui l'a connu parce que c'est un des seuls qui l'a connu, donc j'ai failli crever à 12 ans à cause d'elle, hein? T'es au courant de ça, hein? ouais. Il faut qu'il sauve Buck dans le 3. Il le sauve Hagrid de la dépression dans le 4. Vous savez, quand il y a l'article dans la Gazette du Sorcier qui dit que c'est un demi-géant, etc. Il y a pas beaucoup de gens qui sont là pour soutenir Hagrid. Il y a Dumbledore et il y a le trio. Là, il y a Groupe dans le 5. Et puis, ouais, il y a la mort d'Aragog aussi dans le 6 où il faut... Enfin, le trio a toujours été un support émotionnel Mmh. important pour Hagrid Ouais, carrément. dans tout le long des 7 tomes. Alors, peut-être des 6 tomes, le 7e est à part. Ça, c'est vrai que... J'espère qu'en tant qu'adulte, ils ont pu faire un petit bon cadeau à une
Un centre magique de désintoxication de whisky pur feu. Ouais. Après, ça part d'une attention quand même. Enfin, c'est dans le 1, c'est Harry, Ron et Hermione qui deviennent amis avec Hagrid. C'est-à-dire que c'est pas Hagrid qui les force. Oui. Oui. Mais c'est parce que Voilà, Hagrid, mais finalement, est-ce qu'il a pas un peu pas la naïveté, mais l'absence de conscience du danger d'un enfant? Un peu. Oui, oui, si, c'est un totalement. très Il n'est enfantin. pas très mature, en fait. Il n'a pas vraiment grandi. Mais un peu comme tous les adultes dans Harry Potter. C'est un peu particulier. Soit ils Oui. sont très, très adultes, soit s'ils sont trop enfantins, mais il n'y a pas d'adultes, on peut utiliser ce mot, mais normaux, mais d'adultes modérés, on va dire. Déjà, ils vivent tous à l'école. Oui, c'est ça. Ils sont tous célibataires. Mm. Ils ont aucune vie à côté. Enfin, tu vois. En tout cas de connu, non, c'est sûr. Oui, c'est ça que je me disais. En fait, ils dorment tous à l'école tout le temps. C'est un peu dur, quand même. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des soirées pyjama, Ils ont Oui, peut-être leur salle de Rogue, bain. Est-ce qu'ils ont pas- Rogue, McGo, Flitwick et tout, bataille de polochon, là. Soirée mousse dans leur salle de bain, eux aussi. Ouais. Bah, après, dans le 3, on sait que des fois, ils vont à Polar pour prendre des coups, parce que tu sais, quand ils vont avec Fudge pour parler de Black et des parents de Harry et tout, donc de temps en temps, ça doit avoir des coups à Polar quand même. Comme si la situation n'était pas assez déprimante, Harry et Hermione entendent la chanson Weasley est notre roi résonner parmi la foule d'élèves, sûrement chantée par des serpentards ravis de la nouvelle défaite de Gryffondor. Mais à bien y prêter l'oreille, les paroles sont différentes et la foule qui chante est de couleur rouge et or. Ce sont en fait les Gryffondors qui portent Ron. Ce dernier tient la coupe de Quidditch entre les mains. Avant de franchir les portes du château, ce dernier aperçoit Harry et Hermione et leur crie d'un air joyeux qu'ils ont gagné. Harry et Hermione regardent Ron disparaître dans le château, porté par la foule de supporters euphoriques qui chantent à tue-tête « Weasley est notre roi ». Les deux amis se lancent un regard et se mettent d'accord d'attendre demain pour lui annoncer la nouvelle. En montant les marches du perron, Harry se retourne vers la forêt interdite. Il ne sait pas si c'est son imagination ou non, mais il voit au loin des oiseaux s'envoler rapidement, comme si l'arbre sur lequel ils étaient posés venait de se faire déraciner soudainement. Et ben voilà la rencontre avec Groupe dans ce chapitre 30. Merci Marina et merci Harold pour avoir partagé ce chapitre. Merci, Jérémy. Ouais. Avec un Y. Pourquoi avec un Y? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent avec IE. Ouais. J'avais noté un petit truc parce qu'on n'a pas trop parlé du film. Dans le film, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont les films en tête. Il y a des petites différences. Il y a Ron, notamment dans cette scène dans le film, alors que là, vous voyez bien que Ron est en train de jouer au Quidditch. Donc, il y a que Harry et Hermione. Le petit truc de la petite sonnette avec le guidon là, de vélo, c'est assez marrant, mais c'est une invention du film. Il n'y a pas ça dans... Mais oui, quand j'ai relu, je fais attends, il n'y a pas la sonnette et tout. Non. Hermione, elle se fait juste bolosser de ouf. Ouais, c'est ça. C'est tout. En fait, j'ai pas du tout les films très bien en tête, mais à partir du 4, ils ont complètement supprimé le Quidditch, de toute façon. Dans le 4, il n'y a pas de Quidditch, mais dans le 5, Oui. ils l'ont retiré. Et en fait, justement, tous les trucs de Ron en tant que nouveau gardien de l'équipe de Gryffondor, en fait, ils ont transposé ça dans le 6, alors que ça se passe dans le 5 dans le livre. Ouais. Oui, c'est ça. Et justement, par rapport à Groupe au cinéma, je suis tombé sur... on parlait de J.K. Rowling encore de l'époque d'avant. Je sais pas, je suis peut-être nostalgique en ce moment. J'aime bien faire des petites recherches par rapport à ça. Mais elle avait dit un truc sur Groupe que je voulais vous partager parce que c'est intéressant. Dans une interview à la télé anglaise en juillet 2007, donc là aussi on est en 2007, juste après la sortie du dernier tome, donc interview avec des enfants à la télé, voilà. J.K. Rowling a été interrogée sur le fait que est-ce qu'elle a prêté attention au film quand elle écrivait les livres après la sortie du premier volet au cinéma. C'est-à-dire que du moment où les films ont existé, est-ce que ça a changé des choses par rapport à son écriture? Et elle a répondu que non, ça n'avait rien changé à sa manière d'écrire et de penser son histoire, même si, et là elle cite Groupe, lorsqu'elle a inventé Groupe, elle s'est dit qu'elle donnait sûrement du fil à retordre à la Warner Bros dans quelques années quand ils devront adopter le 5e film, parce qu'elle sait que les effets spéciaux ça coûte très cher. Et là elle fait bon, c'est plus facile de coucher sur le papier l'histoire d'un géant qui saisit Hermione, qui fait machin. Elle se dit ça va coûter cher à la Warner, mais c'est pas trop son problème. Voilà.
Et pour le film, d'ailleurs, ils ont utilisé de la motion capture. L'acteur qui a interprété Group s'appelle Tony Maudsley. Il avait joué notamment dans Sleepy Hollow de Tim Burton, j'ai vu ça. Et sur le tournage, il y avait une doublure pour les comédiens, voilà, tu sais, pour qu'ils jouent bien, etc. Et c'est un marionnettiste qui s'appelle William Todd Jones. C'est un marionnettiste britannique qui est assez réputé dans le milieu du cinéma. Je crois qu'il est toujours actif, qui a pas mal de crédits à son actif. Donc voilà, il y avait un marionnettiste vraiment sur le plateau pour faciliter le jeu des acteurs. Et le mouvement des caméras, je pense aussi pour la technique. Voilà, pour les anecdotes. Super. Ah, mais parlons Je- des films je- un petit peu. Je viens d'aller voir la tête de l'acteur, c'est marrant, tu le reconnais bien quand même. Ouais. Je sais pas si c'est un compliment ou pas que tu veux faire. Ouais, Group, Tu poses un peu la question, c'est toi qui as joué Group là, avec ta tête là. Ah, je te reconnais tout de suite. Si vous deviez retenir un personnage, quel est le personnage qui vous marque le plus? C'est peut-être un peu cheaté. Bah Ou alors- ouais, là. Je sais pas, Harold, est-ce que toi c'est Group ou pas? Bah, Bon. ce serait peut-être un peu faire genre de non, moi, c'est le troisième centaure qui a la crinière blonde. Moi je veux faire genre. Il prend tellement de place. Bah, mais bien que, si je devais ne pas dire groupe qui prend beaucoup de place, malgré son absence, Ron est pas mal important dans ce chapitre. Putain, j'ai choisi Et en Ron plus, aussi, Ouais, t'abuses. c'est parce vrai. et en plus, il le conclut un peu, parce que c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais il y a une des dernières phrases qu'elle dit dessus, Rowling, c'est des petits détails dans son écriture que j'adore, moi, quand c'est marqué il y eut une mêlée à la porte du château, la tête de Ron heurta assez brutalement le Oui. linteau, mais personne ne semblait décider à le reposer par terre. Ça, c'est les petits trucs que j'adore, parce La qu'elle petite, elle en fait reprendre souvent du des bras. petits apartés comme ça, pas très importantes, mais où je me dis, le pauvre, il arrive genre blâme. Après, même En fait, Ron, il est il tellement pense- heureux, je crois qu'il s'en fout, mais ouais. Et Et puis, du coup, ouais, c'est peut-être le deuxième premier personnage, on va dire. et puis un peu triste alors qu'il est pas là parce qu'on se dit oh, il est en train de réaliser son rêve Mais ouais, incroyable ça, ouais. et les autres sont pris encore dans une nouvelle aventure et assistent pas à finalement la victoire de Ron. Totalement, ça j'y ai pensé en réfléchissant un peu au chapitre avant l'émission. Je me suis dit, ah, pauvre Ron, c'est quand même dur parce que soit il est dans l'ombre de Harry, et soit au départ il essaye, on va dire, de se mettre à son niveau. Il fait des matchs, en fait, il est pas bon, il foire un peu, voilà. Et puis en plus, pire que ça, c'est non seulement il a réussi, mais la seule chose que Harry et Hermione ont vu de lui, c'est un tir qu'il a loupé. Mais Oui, oui, ouais. le donc tout tu, début. et Ouais. donc tu te dis, je crois que ça aurait été moins pire qu'il voit pas du tout le match. Ouais, En fait, ouais, il voit juste carrément. son erreur et après pas le reste. Et t'es là, ouais, dur quand même. Ouais, ça sera à la fois drôle et un peu triste dans le chapitre suivant quand ils vont devoir lui Ouais, annoncer ouais. qu'ils ont juste vu ça du match. Mais j'aime bien là aussi la complicité d'Harry et Hermione dans ce chapitre. Ouais. Et notamment, justement, à la fin, quand Ron il est super content, ils ont gagné la coupe et ils se regardent et ils se lancent un regard en mode on attend demain pour lui annoncer. Ouais, on attend demain, ouais. Tomorrow. Tomorrow. Et le renommage, si vous deviez renommer ce chapitre, je sais pas si tu t'es prêté à l'exercice, Harold. Ouais, j'imaginais un truc du genre un grand match de Quidditch. Ah oui, Mm. grand et tout. Ouais. Ouais. Ouais, ça marche bien. Toi, Marina, t'en as un ou... Bah, je l'ai fait un peu comme l'autrice, enfin, je sais pas. Ouais. Il est un peu long, mais je l'ai fait. Une apparition géante, des sages en colère et une victoire surprenante. Oh. Pas mal, parce que justement, j'ai pensé à me dire, ah, ce serait pas mal que ce soit un titre un peu comme elle fait, je sais pas, coup de griffe et feuille de thé. Enfin, Ouais. mais j'arrivais pas à trouver trop l'inspiration. Mais je vois, en renommage, j'aurais bien vu un truc comme ça. Donc, j'aime bien ta proposition. Merci. Moi, je vais, Toi, Jérém je vais suivre Harold encore une fois, mais j'en ai deux. Et le premier, c'était une grande rencontre, tout simplement. Tu vois, petit jeu de mots avec grand. Et sinon, j'en ai un autre qui est peut-être un petit peu plus subtil. J'aurais appelé ça chapitre 30, déraciné. Parce qu'il y a les arbres, mais il y a aussi déraciné Groupe, de sa tribu de géants. Ça parle des racines, des liens, du sang, de à quelle communauté on appartient. Et on a un peu ça avec les centaures aussi, déraciné. J'ai trouvé ça beau parce que c'est vraiment ce qu'est Groupe dans ce chapitre. Il est perdu, il voulait pas être là, il a été complètement déraciné de là où il vient. Pour des bonnes raisons, Hagrid, il a pas de mauvaises intentions. Mais, Non, bah oui, clairement. Mais sans ces mauvaises intentions, il met tout le temps les gens dans l'embarras, en fait. Il emporte toujours les gens dans ses aventures dangereuses, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Je sais pas si je le voudrais comme ami, quand même. Ça fait un peu beaucoup. Bon, on passe à la volière. Allez, c'est parti, la volière, avec les messages des auditeurs et auditrices.
avec un premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Mathias. On écoute tout de suite. Salut la fréquence, ici c'est Mathias à Annecy. J'espère que vous allez bien et que l'invité aussi. Je voulais réagir suite à votre lecture du chapitre Le Centaure et le Cafard. Le moment où Dumbledore s'interpose dans le bureau face à Ombrage qui secoue Marietta et qui lui dit Dolores, je peux tolérer que vous malmeniez mes élèves. Mais je trouve ça un peu gonflé de sa part, sachant qu'Harry s'est quand même fait charcuter la main à plusieurs reprises par Dolores en retenue. On sait que Dumbledore, il a une attention à ce qui se passe à Poudlard, peut-être plus particulièrement à ce qui se passe autour d'Harry. Et je trouverais ça étonnant qu'il ait pas eu l'info que voilà, Harry s'est quand même fait un peu torturer par Ombrage jusqu'avant. Donc voilà, je trouve que là c'est un peu gonflé de sa part et de monter un peu sur ses grands chevaux comme ça et dire ah bah non là Dolores ça suffit quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir votre réaction. Et puis voilà, et ben merci pour ce que vous faites et c'est toujours un plaisir de vous écouter. Salut. Merci Mathias, c'était un plaisir de t'écouter aussi. Alors, est-ce que Dumbledore savait que Harry se faisait torturer la main par Ombrage? Moi, je vous donne mon opinion. Oui. C'est Marina, je vous dis, C'est pas- évidemment, je sais Fallait pas, demander. je sais pas pourquoi je pose des. Je sais que je suis dans un piège à chaque fois. C'est votre émission, donc c'est un peu délicat de dire non. Aaron le gentil. Moi, je suis pas sûr que Dumbledore le savait. Le truc, c'est que parfois, on pourrait penser que Dumbledore est omniscient à Poudlard, qu'il sait tout, mais il y a quand même un sacré nombre de contre-exemples. Moi, j'appellerais ça le syndrome de la Chambre des Secrets ou le syndrome Barty Junior, c'est-à-dire que Dumbledore aurait pu le savoir ou le découvrir par lui-même, grand sorcier qu'il est, mais la vérité, c'est juste qu'il n'en sait rien. Par exemple, la Chambre des Secrets, il savait pas que c'était là à l'entrée de la Chambre des Secrets. Oui, un gamin de 12 ans a mieux fait que lui. Voilà, il faut l'accepter. Donc en gros, il faut accepter l'idée générale qu'il ne sait pas tout ce qui se passe dans son école, même si ça donne parfois cette impression-là. Donc je pense que sa réaction quand Ombrage secoue violemment Marietta, elle est sincère à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il supporte pas de voir ses élèves maltraités. Et donc je pense que lui ou McGonagall, par exemple, parce que j'inclus McGonagall aussi, je pense qu'il cautionnerait pas du tout la punition d'Ombrage par rapport à Harry, ce qu'elle fait avec la plume, là, avec le sang. Et l'un comme l'autre, ils ne le savent pas à ce moment-là, que Harry subit ça. Parce que, aussi par rapport à Ombrage, c'est un jeu de domination psychologique qui se passe là, pendant les retenues de Harry. Donc elle, Ombrage, elle est sûre, quasi sûre, que Harry n'en parlera pas aux autres profs. Parce que ça serait avouer qu'il est faible. Et donc c'est pour ça, le plan de Ombrage, il est assez malin de cette manière-là. C'est-à-dire qu'Ombrage est quasi sûr que Harry n'en parlera pas. Et si Harry n'en parle pas, comment Dumbledore pourrait le savoir finalement? Voilà, ça serait mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Sa Moi, je réaction sais est pas sincère à forcément Dumbledore à là-dessus, ce mais- moment-là quand même. Le fait qu'il saute sur Ombrage en disant par contre ça tu fais pas, tu touches pas à mes élèves, ça le Mais, crapaud. bah, va. moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il soit pas au courant, mais pour moi, ça enlève pas le fait qu'il soit sincère dans le bureau d'Ombrage, parce que Dumbledore, il est très calculateur en fait. Et je pense que en fait, des fois, il peut être un peu psychopathe, mais dans Pardon. le sens. Non, Non, c'est moi. j'ai dit ça, c'est le sale crapaud qui fait rire. Marina. Oui, non, mais j'adore. Non mais c'est vrai, Non, c'est. mais oui. c'est ton ton et Oui, ta oui, tête. Pardon. On s'est lancé un regard, on n'aurait pas dit. Non, mais Pardon Harold. pas de souci. Et du coup, pour moi, il y a des fois, il est un peu froid, Dumbledore, et je pense que Oui, pour moi, oui, là, oui. je le voyais de manière calculateur dans les deux cas. C'est-à-dire, dans le cas d'Harry, peut-être il est pas au courant, mais s'il est au courant, pour moi, ça l'arrange un peu si Harry n'ouvre pas sa gueule. Je pense que pour lui, il a un peu envie qu'Harry se détache de Voldemort à ce moment-là, ferme son esprit. Donc, si Harry ramène toujours le truc là-dessus et tout, je suis pas sûr que. Et puis, c'est-à-dire que ça complique les relations avec Ombrage. Je crois que pour moi, il serait capable de se dire bon, après tout, c'est une blessure sur la main. S'il s'arrête, c'est pas si grave. Ah, tu penses? En tout cas, c'est vrai que ça Et- arrange bien Dumbledore que Mm. Harry ne craque pas et ne le dise pas à Bah, Dumbledore. Et pour Marietta, moi, je pense que à la fois, il a pas envie qu'elle se fasse forcément maltraiter, et à la fois, ça lui donne une excuse pour intervenir contre Ombrage, sans que Fudge ou les horreurs puissent dire quoi que ce soit. Puisque même Dawlish réagit, Shacklebolt, ça lui donne une excuse pour réagir aussi. Enfin, ils sont tous à dire attends, tu vas trop loin. Et du coup, je pense que lui, ça lui permet de peut-être un peu se positionner en disant il y a des limites en fait. Mhm. Et puis ça réassoit son autorité dans l'école.
Ouais, ouais. Aussi quand même, donc non, je pense que dans le bureau, il est sincère. Après par rapport au hibou sonore, oui, Dumbledore est pas parfait. Il y a plein de trucs, Ah ça va, où il ouais. est bah, par exemple, je vois plein de mèmes sur internet, à chaque fois ça fait mourir de rire de Dumbledore qui dort et McGonagall qui le réveille, il fait: 50 points pour Gryffondor» et des fois, il y a un peu ce côté, il y a peut-être un peu d'hypocrisie aussi, Ouais, ouais. effectivement. Nous passons au hibou sonore de Solène. Salut la fréquence, c'est Solène. J'avais une petite question pour vous. Je sais que vous aimez quand c'est les enfants qui vous font les hiboux vocaux. En l'occurrence, il est un peu petit, même si je l'éduque à Harry Potter en lui lisant le tome 1 en guise d'histoire du soir. Pour l'instant, il a que 8 mois, donc on verra ça dans quelques temps. Et sinon, ma question à proprement parler, ça concerne les médicomages et les services d'urgence du monde magique. On apprend dans le tome 7, quand Ron se désarticule, que parfois certaines blessures sont trop importantes pour permettre ensuite de se déplacer par transplanage. En tout cas, c'est ce qu'Hermione explique après que le Golden Trio ait fui le ministère et lorsqu'elle dit qu'ils vont devoir rester dans la forêt quelque temps le temps que Ron se remette. Là, on est dans le cas où Hermione sait gérer la situation, mais je me demandais s'il existait un genre de salut sorcier, où ce sont les médicomages qui transplantent directement sur un lieu d'accident avec un sorcier gravement blessé, pour le stabiliser avant de pouvoir revenir à Sainte-Mangouste par transplanage d'escorte, par exemple. Je sais pas si vous avez des infos canons sur ça, ou juste votre opinion, tout simplement, ça m'intéresse. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup pour votre podcast, c'est vraiment un bonheur de vous écouter presque au quotidien. Voilà, bye bye. Merci Solène pour ton hibou. Alors heureusement qu'on connaît le contexte par rapport aux enfants. C'est parce que on trouve ça très mignon d'entendre les voix des enfants. Mais on demande pas spécifiquement d'avoir des enfants dans nos hiboux sonores. Ça serait un peu bizarre. Et puis Mais- 8 mois, c'est un peu jeune, effectivement, Oui. Solène. Bah, ça peut Bah, être des surtout, babillements. au départ, je m'attendais à ce que ce soit lui qui pose la question. Je disais: «Ah trop bien» et puis: «Ah bon». Un peu jeune. Mais le SAMU sorcier, ça fait trop rire. Mais en soi, ça peut être une bonne idée, mais c'est ce qu'on disait avec Harold. Qu'est-ce qui se passe si les médicomages eux-mêmes se désarticulent? Ah, Mais c'est- et puis, mais cela dit, j'y repense maintenant en écoutant, ça j'y ai pas pensé quoi. Parce qu'on avait parlé un peu des hiboux, avant l'émission avec Marina et en fait, quand Harry, il entend parler du transplanage la première fois, de désarticulation, c'est, avec les Weasley et justement, Arthur Weasley, il dit, Harry se demande, comment ça se passe qu'en fait, il y a un bout de coude qui reste derrière et que toi tu es devant et donc il dit: «Ah bah, il y a le service», je sais plus le nom, mais Mm, il y a un service de, il dit des gens, qui les rafistolent et tout, donc je pense qu'il y a quand même des sortes de services Ah. d'intervention. Ah, tu penses que c'est sur le Bah, je sur crois le qu'il y a lieu? bah, je crois que bah, vu que les bouts, de corps sont restés sur le lieu, je me dis que des fois, Oui, oui, oui. Ils dépêchent des médicomages sur place. ouais. Et puis, on a d'autres exemples, alors qui sont pas dans le milieu médical, mais par exemple, on sait que le ministère peut rapidement dépêcher des aurores ou des obligatoires en cas de situation urgente. Donc, je pense que dans le milieu médical, c'est possible aussi, parce qu'il doit y avoir plein de raisons dans le monde des sorciers où tu peux pas te rendre à Sainte-Mangouste, quoi. Et puis moi, ça m'a fait penser au Magicobus. C'est-à-dire que le Magicobus, tu lèves ta baguette, il arrive directement si tu as besoin de te déplacer. Donc ils sont capables de mettre en place ce genre de magie. Bah, je pense que il doit y avoir un Magicobus médical, tu vois, où de manière très rapide, tu peux faire dépêcher un moyen de transport pour aller à Sainte-Mangouste le plus rapidement possible, quoi. À moins que ce soit le Ouais. Oui, Magicobus. mais il hein. faut faire une ambulance. Ça se trouve- Ouais, mais attends, quand t'es blessé, tu vas dans le Magicobus. Je suis Mais, pas sûre que tu arrives en très bonne santé ou même vivant à Sainte-Mangouste. ouais, j'ai retrouvé le truc d'Arthur, c'est en fait quand ils prennent le porte-loin à la coupe du monde et en fait, le nom du service, c'est la brigade de réparation des accidents de sorcellerie Ouais, ouais. et du coup, ça ressemble à quand même pas mal à une sorte de force d'intervention, Oui. qui interviendrait, Et ça ressemble même à son au cas où. métier à lui, Arthur Weasley, qui est Un peu, dépêché ouais. sur place quand il y a des objets moldus qui sont ensorcelés, et que voilà, c'est voilà. Mais cela dit, ça donne un peu l'impression qu'ils se déplacent plus pour éviter que des moldus voient des bouts de corps quelque part, plus que pour le côté soin. Ouais, peut-être. Ouais. C'est vrai que quand on voit l'accueil à Sainte-Mangouste, c'est pas non plus. Non. Après, je sais pas combien de sorciers il y a en Angleterre, mais s'il y a une personne et un hôpital pour tout le pays, bon. Ouais, chaud. Enfin, ouais, il y a peut-être des antennes qui existent de parc à Londres quand même. Allez, on passe au prochain hibou sonore. Il nous a été envoyé par Gaëtan. Hello la fréquence, hello l'invité s'il y en a un et hello les auditeurs. Moi c'est Gaëtane, j'ai la trentaine donc Potterhead depuis que je suis petite avec les films et les livres
et maintenant le podcast puis la fréquence. En écoutant là le dernier chapitre sur le pire souvenir de Rogue, j'ai une question qui m'est venue que je m'étais jamais posée en vous entendant notamment débattre sur qu'est-ce qu'Harry aurait pu dire s'il avait été sous Veritaserum. La question que je me suis posée, c'est bon, en l'occurrence, il n'a pas bu de Veritaserum, mais si il en avait vraiment bu, est-ce qu'il aurait vraiment pu dire que Sirius se cachait aux 12 Quark Grimoire en sachant que ce n'est pas le gardien du secret? Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à la question. Je ne sais pas si vous avez une réponse, mais voilà, c'était la petite interrogation là qui m'est venue en écoutant le dernier épisode. En tout cas, changez rien. J'espère que vous allez arriver jusqu'à la fin, jusqu'au tome 7. Et j'espère pourquoi pas essayer de candidater un jour sur le Discord pour faire un petit chapitre ou un gros chapitre avec vous. Voilà, gros bisous tout le monde et bah je sais pas si un jour vous aurez la réponse à ma question, mais voilà, c'était la petite interrogation du moment. Merci Gaëtan, et ben, n'hésite pas à candidater surtout, ça serait un plaisir. Et merci pour ta question parce que c'est un commentaire qu'on a reçu, à plusieurs reprises par rapport à c'était le chapitre précédent? Ou il y a peut-être 2 Encore chapitres? d'avant. Ouais, Ouais. encore d'avant. Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas, forcément relevé au moment de l'enregistrement. On avait parlé du fait qu'effectivement, c'est pas du véritable Veritaserum que Harry, bah, il boit pas finalement, mais même s'il l'avait bu, comme c'est Rogue qui prépare le Veritaserum et que c'est de la fausse potion, ça n'aurait eu aucune incidence. Et en fait, ça nous a été relevé que par rapport aux 2 questions qu'Ombrage lui pose, de toute façon, à savoir où se trouve Dumbledore, où se trouve Sirius Black, et ben même si c'était du véritable Veritaserum, il aurait pas pu répondre parce qu'il sait pas, honnêtement, pour Dumbledore. Et puis, il y a ce truc de gardien du secret par rapport à l'emplacement de Sirius Black. Et effectivement, bah, quand on y réfléchit, je pense pas qu'il aurait pu dire parce que il est pas le gardien du secret, Harry, donc le Square Grimoire, il aurait pas pu donner l'adresse. Donc finalement, il aurait été incapable, même sous Veritaserum, de donner l'indication à Ombrage pour moi. Bah, non, mais pour moi, par contre, il aurait pu, entre guillemets, «incriminer» Dumbledore. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire: «Sirius Black se cache, au QG de l'Ordre du Phénix», tu vois? Ah ouais, tu penses? Et par Ah contre, oui, si elle lui oui. disait: «Mais ça se situe où?» là, il aurait été, bah, Ouais, ouais. impossible à dire, Heu, quoi. heu. Parce que je suis même pas sûr qu'il puisse dire que c'est à Londres. Enfin, je pense qu'il peut pas du tout dire où Mmh. c'est. Mais par contre, rien ne l'empêche de dire, ça, quoi. Pour moi, c'est pas ça que Dumbledore protège. Il protège le lieu, quoi, mais Après, finalement, Dumbledore, il est parti, il a fugué, enfin, tu vois? oui, Alors, oui, c'est pour ça fugué. que ça aurait pas eu ça trop de conséquences, mais oui, ça aurait pas eu tant de conséquences que ça, Et la fugue, non. C'est pas comme ça que j'imaginais j'imaginais la ma vie, vie. ouais. Et d'ailleurs, désolé au passage pendant tout ce chapitre sur ma prononciation de Veritaserum. Alors pourquoi je dis ça? Attends, pourquoi tu Parce que fais attention? tu dis Veritaserum? non, je dis Veritaserum au lieu de s, je dis z. Mmh. Et c'est vrai Zérum. que c'est un tic de langage que j'ai et que je n'ai plus là. Vous savez, là, vous avez peut-être entendu, je le prononce Veritaserum parce que j'ai été vérifié en anglais, ça se dit aussi, Veritaserum, il y a pas de z. Donc voilà, c'est moi qui, pour Ouais. X raisons, fais ça. Je sais pas Mmh. Une pourquoi. petite, potion de babillage qui était Ah facilement oui, passée. ça doit être ça. Comme Aurore, Ouais, horreur, ouais, Aurore, c'est super dur. horreur. Désolé à tous ceux Aurore. qui Horreur. s'appellent Aurore. Aurore. C'est un Ah, c'est véritable vrai. prénom en plus. Aurore. Aurore, j'ai Aurore. du Ah oui, mal. c'est vrai que je le lis souvent, mais à prononcer, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Aurore. Big Très beau up prénom, hein, à mais tous les chiant. Aurores. Big up à vous, mais Mais, ouais, mais en ouais. tout cas, pour le hibou, ouais, moi j'ai tendance à dire que le gardien du secret, c'est prioritaire à d'autres enchantements. Ça a l'air d'être Ouais, assez puissant quand même. ouais, c'est trop puissant. Le Fidelitas, c'est bien Mhm. trop puissant. Et nous passons au hibou sonore d'Eva. Bonjour Marina, bonjour Jérémy, et bonjour l'invité si il y a un invité. J'étais en train d'écouter votre podcast la dernière fois, et je me demandais si un sorcier se faisait faire un portrait, et que par la suite il décédait donc, et que lors de son décès il décidait de revenir en tant que fantôme. Est-ce que le fantôme pourrait discuter avec son portrait? Et qu'est-ce qu'il pourrait dire à son portrait? Et on n'a pas d'exemple de cette situation. Donc, est-ce que le portrait et le fantôme pourraient cohabiter? J'espère que ma question pourra vous faire réfléchir et que vous aurez quelques théories à ce sujet. J'adore votre podcast. Bisous, bisous!
Merci Eva pour ton hibou, ou pas. Parce que ça nous a fait... Bah, moi, je pense que oui. Parce que c'est l'image, le tableau, c'est l'image peint avec un bout d'esprit en quelque sorte de la personne décédée. Et le fantôme, c'est aussi un reflet de la personne décédée, restée bloquée sur Terre. Mais c'est pas la personne en elle-même. En fait, Donc dans un c'est cas deux, comme dans l'autre. Ouais. ouais, c'est une sorte de deux reflets de la personne qui reste. Après, j'ai l'impression que en soi, c'est possible, mais que déjà, il y a quand même assez peu de fantômes finalement dans l'univers. Enfin, d'ailleurs, à la fin du livre, il y aura Nick et Harry qui auront une petite discussion par rapport à ça. Ouais. Et ça a l'air d'être un choix peut-être un peu daté. Bon, il y a Mimi Géniard qui le fait, mais tu as l'impression que c'est notre époque et j'ai l'impression que les gens qu'on leur portrait sont soit un peu riches, soit assez connus, enfin, sont un peu famous et n'auront peut-être pas cette envie et acceptent peut-être le fait d'être morts. Parce que je me dis, toi-même, la famille de Sirius, ils sont parvenus en fantôme alors que tu aurais pu te dire, elle aurait pu venir le faire chier dans sa maison, mais en fait, elle a pas fait ce choix-là non plus. Du coup, ça a l'air d'être quand même un truc pas si ouf que ça de revenir en fantôme. Non, bah Ouais, non, et carrément pas. ça c'est vrai. Et puis, je pense que c'est déjà arrivé ce cas de figure, notamment sur les fantômes de Poudlard. Moi, j'imagine Ouais. bien que le Baron Sanglant ou que la Dame Grise ou que Nick Quasi-Sans-Tête, ils ont peut-être un portrait. Oui. Alors, Ouais, surtout la Dame Grise, c'est la fille de ouais, Serdaigle, c'est la quoi, fille de donc Serdaigle. elle a forcément un portrait quelque part. Mais par contre, c'est vrai que ça fait délire. Donc, Eva, Ouais. déjà, t'as tout à fait compris l'état d'esprit de la volière. Sur le fait de nous poser parfois des cols. Parce que c'est vrai que c'est un bug de la matrice. Parce que, comme tu le disais, Marina, c'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, ce sont des empreintes de ce qu'étaient ces Oui, des personnes empreintes, voilà, merci. Oui. au temps de leur vivant. Mais ça veut dire qu'elles pourraient, ces deux empreintes-là de la même personne pourraient rentrer en communication. Sauf que c'est quelqu'un qui se parle à lui-même ou à elle-même sans que ça soit réellement la véritable personne. C'est vraiment, on est dans la matrice, quoi. C'est très bizarre à s'imaginer. Mais du coup, ça nous a fait nous poser aussi une question avec Marine et elle revient dans ma tête là, de se dire, les portraits qui sont célèbres et qui peuvent aller de tableau en tableau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est peint une seule fois? Est-ce qu'ils sont peints 2 fois? Parce que je me dis finalement hors fantôme, imaginons tu mets 2 portraits face à face, bah, ça pourrait arriver, mais en fait, ça se trouve c'est pas possible. En fait, tu peux être peint qu'une fois et être, on va dire, avoir une seule empreinte. Et le reste, c'est le décor que tu peins pour lui donner un lieu où aller. J'ai l'impression qu'à Poudlard, tous les portraits peuvent voyager dans les portraits des autres. Par contre, si c'est comment dire dans un autre lieu géographique, faut que tu aies un double portrait. Je pense pas que tu puisses, par exemple, Oui, c'est ça. quand Dumbledore fait appel, vous savez, à l'ancienne directrice de Poudlard, qui a donc du coup son tableau dans le bureau pour aller surveiller Sainte-Mangouste. Bah du coup, il faut que ça soit l'ancienne directrice qui a un tableau à Sainte-Mangouste parce que il y a aucun autre tableau à Poudlard peut le faire. Mais ça Pareil tu as pour l'air d'avoir Fortescue. qu'une empreinte parce que tu vois, par exemple, pour, Phineas Black, dans le set, il l'emporte avec lui et même quand il le voit avant, Harry dit: «C'est une toile vide, quoi». Oui. Il y a même pas trop de décor, il y a rien, Ouais. donc en fait, c'est, tu as l'impression qu'il y a un processus peut-être qui relie un cadre à un portrait existant, on va dire, Ouais. mais que tu as qu'une seule empreinte existante, donc ça se trouve, avoir ton portrait t'empêche d'avoir un fantôme, hein, peut-être que Ouais, non, mais c'est bah, la situation que ça provoque est très marrante à imaginer parce que là, on est vraiment en fait, quand la magie joue un peu trop sur les règles basiques de la vie, de la mort, etc., bah, c'est un peu comme le retour dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu crées des paradoxes qui sont assez chelous, quoi. Et puis ça les fait bugger parce qu'ils sont persuadés d'être la vraie seule empreinte d'eux-mêmes et qui sont eux-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je Ouais, veux et dire. puis ça se trouve, ils pourraient même se prendre la tête avec ça, quoi. Ouais et là, tu fais un retourneur de temps et la vraie personne vivante arrive en même temps et là Oui. Ça fait comme les Ça Spider-Man. nous a été là. dit dans le Patreon, justement. Comme les Spider-Man, là, comme ça. Ouais, oui, Spider-Man, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, exactement. Ah ouais, non, mais oui, complètement, ça fait trop bugger. Ça me fait penser aussi au débat qu'on a eu sur imaginer que Tom Jedusor parvienne à son plan dans le 2 et que son souvenir revienne. C'est le même genre de question. C'est le même genre de question, c'est Voldemort qui se parle à lui-même, ça serait trop bizarre. Mais je pense qu'il se retrouve et il essaye de se tuer. Bah oui, mais est-ce que... De tuer la forme la plus faible de lui-même. Ça se trouve, un fantôme pourrait pas blairer son propre portrait. Hein. Bah oui. Après, comme c'est en fait un Horcrux, ça se trouve, la forme, on va dire,
vaporeuse aurait juste possédé la. Enfin, ils se seraient peut-être juste réunis. Ouais, peut-être. Et finalement. Parce que bon, il est quand même assez maléfique, Oui, oui. même plus jeune. Et oui, finalement, c'est peut-être le meilleur Horcrux, c'est qu'il revient tout jeunot et tout. Mais écoutez, les amis, cette volière existe pour ce genre de questions. Merci, Oui, c'est ça. Eva. Bon, bah voilà pour la volière de cet épisode. Pour participer, vous aussi, vous pouvez nous envoyer votre question par message vocal, soit en MP sur Insta ou Facebook, ou bien par email à l'adresse en description. Une seule question et pas beaucoup plus d'1 minute pour avoir plus de chances d'être sélectionné. Et si ça fait quelque temps que vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas bien sûr à retenter avec un autre message. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur l'appli que vous utilisez pour nous écouter. Si vous nous découvrez avec cet épisode et que l'émission vous plaît, bonne nouvelle, vous pouvez revenir au tout début et rattraper 130 chapitres. C'est pas mal, et si vous connaissez déjà bien la fréquence, ça nous fait toujours plaisir quand vous prenez quelques instants pour noter le podcast avec un maximum d'étoiles, voire un avis quand c'est possible. Merci à Monsieur Nounouche et Mia Lamaronte qui l'ont fait récemment sur Apple Podcast et à toutes celles et ceux qui commentent les épisodes sur Spotify ou YouTube par exemple. Si ça vous dit de discuter en direct, c'est possible de le faire avec moi-même, votre serviteur, chaque mercredi soir sur Twitch en ce moment. Je mets aussi les replays sur une chaîne YouTube dédiée qui porte le même nom, c'est Stream 9 3/4, 9 en chiffres et puis 3/4 en toutes lettres. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et si vous êtes à jour et en manque de nouveaux contenus de la fréquence, sachez que vous pouvez nous rejoindre également sur Patreon. Moyennant un soutien de quelques euros par mois, vous avez accès aux enregistrements en direct avec le chat, comme maintenant, accès au format vidéo non monté et surtout aux after-shows avec un paquet de podcasts bonus à rattraper. Vous pouvez tout écouter depuis l'appli Patreon qui est super bien faite ou connecter votre compte depuis l'appli d'écoute que vous avez l'habitude d'utiliser. Bref, un énorme merci à toute notre communauté de Patronus qui fait le choix du soutien. C'est grâce à vous qu'on continue de faire ce petit podcast avec Marina dans des conditions idéales. On va d'ailleurs faire un petit after-show spécial série HBO avec Harold pour prolonger la discussion. Au passage, si vous souhaitez nous rejoindre en tant qu'invité sur un futur épisode, c'est possible de candidater en nous envoyant une présentation vidéo ou vocale de 2 minutes, soit sur Discord ou bien par email. Le format est libre, lancez-vous, d'autant qu'il peut y avoir de l'attente en cas de sélection. Bon bah, est-ce que ce 3e épisode t'a plu, Harold? Ou tu commences à essouffler et de dire « Ah, c'est bon, en fait, pas de 4e » Ah non, j'aime bien. Et puis, en plus, ça, pour l'instant, j'ai toujours bien aimé les chapitres sur lesquels je suis tombé. Parce que là, en plus, c'est un peu le dernier avant que ça parte en cacahuète. Ah oui. Enfin bon, après, c'est les examens là, suivants, je crois. Donc il y a quand même une grosse partie où ça va. Mais malgré tout, c'est peut-être le dernier chapitre de l'enfance d'Harry Potter. Ouais, c'est un peu j'exagère un peu vrai, parce qu'ils parce ont que- déjà vieilli l'année dernière. Mais Mais même le prochain, ça sera celui-là de la vision avec Sirius qui ouais, est pris en donc, otage. ouais, là, peut-être que j'ai fait le dernier chapitre un peu joyeux. Ouais, de l'innocence, un peu, ouais. Là, on arrive dans la partie épique du top Dark. 5, Mais le oui, combat qui va être final, et cool puis à surtout faire quand même. avec la C'est vrai noirceur. que je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est quand même pas mal du tout. Ouais. Tout le passage au ministère, il est bien sympa. Bon bah, Carrément. let's go pour le 4e, quoi. Ouais, 4e enregistrement, ouais. Je pense que ça sera sur le tome 6. Bah ouais, carrément. Sur le tome 6. J'essaierai de voir. quel est mon N'hésite pas à chapitre nous préféré dire du s'il y a tome un 6. chapitre. Ouais. Ouais, c'est ça. Je regarderai. On n'oublie pas, bien sûr, les tipeurs au moment de cet enregistrement. Tipeee, autre plateforme de soutien avec la contrepartie unique d'être cité à chaque fin d'épisode. Big up à Maureen, Sin Serpentard, Le Dim, Strix, Nebulosa, Quentin, Valkia, Pamela, Aurélien, Poki, Pumpkinston, Marinette, Errol, Sophie, James, Dispirit, Chloé, Bispac et Corsetilou. Quant à nous, on se retrouve soit en after show, soit pour le prochain chapitre qui s'intitule Buse. Il va falloir bien... Tu m'insultes de buse là, c'est ça? C'est ça, Marina, qui se passe? Scandale? Triple buse? Vous avez entendu? Après l'insulte crapaud que tu as dit. Il va falloir bien réviser avant nos examens, mais ça va, il nous reste encore 2 semaines. On est large. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on croit quand on Bah est oui. étudiant. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous. Bye bye. Au revoir.